Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP pour un match d'ouverture du grand tournoi des débats. Vous l'avez demandé, vous l'avez attendu, il est là, il est de retour. Ce soir en huitième de finale, nous retrouvons Richard et Demain sera merveilleux, c'est son pseudo. Pour un débat qui s'annonce brûlant, le réchauffement climatique est-il une menace sérieuse? Demain sera merveilleux défendra la positive, tandis que Richard défendra la négative. Je rappelle que ce débat vous est proposé par RPMP, religion, philosophie, métaphysique et politique. Et à ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord, participer aux événements et interagir en direct avec nos intervenants. Pour ceux qui nous écoutaient en format podcast depuis votre voiture ou au boulot, vous pouvez nous retrouver en passant par le site Disboard et en tapant simplement RPMP. Je précise également que ce match sera chronométré et noté. Les membres du public qui ont assisté au débat en direct pourront attribuer une note entre 0 et 10 à chacun des débatteurs et une note entre 0 et 10 pour la qualité générale du débat. Ce vote se passe dans le salon bureau de vote. Il vous suffira de copier-coller le modèle que EXA vous partagera au cours du débat en y intégrant vos notes. Ce sera assez clair normalement. Je rappelle également que les notes inférieures ou égales à 2 et que les notes de 10 doivent être justifiées à l'écrit, sans quoi elles ne seront pas prises en compte. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos débatteurs, donc 5 minutes max d'intro chacun, puis 70 minutes d'échange libre, 5 minutes de conclusion chacun max, puis une courte FAQ. Il est 20h30 heure de Paris, le débat commence. Richard, la parole est à toi. OK. Alors donc le sujet, c'est le changement climatique est-il une menace, sérieuse? Donc, ma position va être que je ne considère pas cette menace comme sérieuse. Je définirai du coup, ce qu'est une menace sérieuse. Je mettrai aussi en évidence, certains calculs de température qui semblent, pour moi en tout cas et peut-être pour certains, un peu farfelus. J'amènerai aussi l'idée que le changement, peut être bénéfique et enfin je montrerai en quoi ce changement climatique, donc je ne nie pas les observations scientifiques, est utilisé par les politiciens, avec un vocabulaire, catastrophique, volontaire, selon moi, afin de faire plus peur à la population qu'autre chose. Voilà à peu près la ligne, que je tiendrai lors de ce débat. Ok, tu veux t'en tenir là pour l'introduction? Tu veux Ouais, ouais, ouais. t'en tenir là pour ton introduction, oui? Ok, bon bah écoute, Oui, oui. t'es pas obligé de faire plus long. Ben demain, c'est à ton tour. Bien, bah, du coup, moi, je vais défendre la position que oui, le changement climatique est une menace sérieuse pour, la terre, les sociétés et comme, Richard, enfin, je vais laisser la main à Richard pour définir justement, ce dont on avait convenu lui et moi, sur ce que voulait dire une menace sérieuse, donc il voulait le faire, je le laisserai le faire, et on partira de là. J'arrive un peu les mains dans les poches ce soir. C'est pas que je sous-estime Richard ni quoi que ce soit, c'est juste que je rentre d'une chasse un peu tardive aux œufs de Pâques et du coup, je suis encore en train de les sortir de mes poches, donc voilà, rien n'est forcément préparé, et même si jamais je suis, rhétoriquement un petit peu dépareillé, voilà, j'espère faire honneur à RPMP pour ce match d'ouverture. Si je devais préciser ma position, je dirais que, le changement climatique est une menace sérieuse, pour ce qu'il constitue en lui-même. Ça veut dire, des augmentations de température et des changements, donc à la fois un réchauffement climatique et des changements, climatiques qui peuvent être dommageables en eux-mêmes, dans le sens où ils peuvent rendre certaines zones inhospitalières ou difficile à vivre, plus difficile à vivre en tout cas, et il constitue un deuxième problème dans le sens où c'est un catalyseur de problématiques déjà existantes. Ça veut dire que le changement climatique va impacter la biodiversité sur Terre et dans la mer, va impacter tout un tas de causes déjà, enfin tout un tas de problèmes déjà existants. Et donc il a un peu un double rôle entre guillemets. Je pense que c'est une menace en lui-même, le changement, et une menace à la fois parce qu'il vient catalyser d'autres menaces. Donc c'est un et on pourrait dire même que, si on considère que le changement climatique n'est pas une menace sérieuse, il y a un troisième effet un peu qui se met en place, c'est que, là où on pourrait limiter certaines activités, par exemple que ce soit, je sais pas, que ce soit certaines activités comme par exemple le lancement de fusées, en lieu et place de cette éventuelle limite, d'activité, on se retrouve avec une non-limite d'activité qui fait que du coup, il va y avoir certaines activités, si on garde, simplement les lancements de fusées, qui vont être dommageables pour la couche d'ozone, même en dehors du cadre climatique. Donc ça veut dire que selon qu'on considère ou non cela comme une menace,
Ça va avoir un impact sur les politiques mises en place et sur les activités industrielles ou technologiques qui vont être mises en place et qui vont avoir des effets. Donc la simple, voilà, je pourrais conclure de cette façon-là, par ce troisième aspect, la simple croyance ou non en cette menace sérieuse va pouvoir avoir par la suite des conséquences que l'on pourrait limiter si jamais on prenait ça très au sérieux et qu'on faisait ce qu'il fallait. Je pense pas avoir quoi que ce soit de plus à ajouter. C'est bon pour moi, bah Walter, je Ça te marche. Bah, laisse écoutez, on prendre va le relais. rentrer dans les 70 minutes d'échange libre, hein, donc j'interviendrai simplement s'il faut vous relancer ou s'il y a un peu trop de coupage de parole et autrement, je reste mute et je vous laisse, faire votre échange. Je vous interromprai pardon, uniquement pour, une annonce au milieu et pour l'annonce de la conclusion. OK. Bah, donc du coup, je commence. Alors partons déjà on va dire, de la définition de menace sérieuse. Qu'est-ce qu'une menace sérieuse? Donc ça serait une menace qui serait imminente et je vais faire peut-être une comparaison un peu audacieuse, mais par exemple pour, ce qui concerne les attentats, il y a un organisme, qui s'appelle l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, qui dans ce cas précis qui sont les attentats, classe, heu, les niveaux de menace en 4 catégories. Donc il y a 1 menace faible, 2 menaces peu vraisemblables, 3 menaces possibles et vraisemblables, 4 menaces sérieuses et imminentes. Donc c'est un peu redondant quand on dit sérieuse et imminente parce que c'est évidemment imminent quand c'est sérieux et vice versa. Donc le caractère imminent lorsqu'on parle d'une menace sérieuse est ancré. Or, si on observe, on va dire le changement climatique, et en particulier, quand on parle de changement climatique, on parle surtout de réchauffement climatique. Beh, on voit que depuis des années, on nous parle de ce réchauffement qui serait catastrophique, et irréversible. Mais l'imminence, beh, on l'attend un peu toujours, quoi. Et on va dire que le 1er, on va dire documentaire, média qui a rendu, un peu ce débat, heu, visible aux yeux de la population, ça a été le film, en tout cas moi je considère que ça a été le film d'Al Gore en 2006, Une vérité qui dérange. Alors je sais pas si vous l'avez vu? Et donc si vous l'avez vu, beh, moi je l'ai vu que personnellement et on peut voir que volontairement, il y a un discours catastrophique sur un impact qui serait imminent. Donc on parle de 2006, hein. Et dans ce documentaire, basé selon Al Gore, sur les chiffres du GIEC, beh, on y observe en réalité beaucoup d'erreurs scientifiques et d'approximations, voire d'exagérations. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est, une haute cour de justice à Londres qui a jugé ce documentaire problématique, où par exemple on y voit, comme, comme fait présenté, Al Gore affirme par exemple que les océans, s'élèveraient de 6 mètres d'ici 20 ans. Donc je rappelle, ce documentaire a été fait en 2006. Donc normalement, d'ici 1 an, on devrait avoir une augmentation de 6 mètres, des océans, selon, les données de l'époque. Bon, mais or, on peut voir que c'est pas le cas. Certes, les océans se sont élevés, mais on peut voir que ça a été que de 40 centimètres. Donc pour certaines régions, c'est important, hein, je nie pas ça, mais on est loin des prévisions catastrophiques qui ont été faites, dans ce reportage basé sur des références, comme le GIEC. Il y a d'autres références comme ça, d'autres erreurs qui ont été notées par la Cour de justice de Londres, la Haute Cour de justice de Londres, comme par exemple le fait, que des ours polaires seraient noyés, à cause de la fonte de la banquise. Encore un fait qui est faux, puisque visiblement, d'après même les scientifiques eux-mêmes, hein, c'est une tempête qui aurait provoqué la noyade de 4, seulement 4 ours polaires. Donc voilà, en partant du principe que c'est une menace sérieuse, alors donc, avec son caractère imminent,
qui est quand même important quand on parle de menaces sérieuses. Et on peut voir qu'au final, bon, il n'y a rien d'imminent et toutes les prévisions qui ont été faites antérieures sont loin d'être aujourd'hui visibles. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est le côté catastrophique, alarmiste, qui est en plus nourri par des discours de politiciens, en particulier certains membres de l'ONU, comme M. Guterres, qui lui nous parle carrément de désastre, et plus que de désastre, presque avec un langage biblique, parlant d'autoroute vers l'enfer, de retour indéniable en arrière. Bon, ça vous vérifierez par vous-même. Là, j'ai 2-3 citations. Par exemple, nous sommes sur une route vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur. Ouvrez toujours les guillemets. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Voilà le discours qui est entretenu autour de faits scientifiques, certes avérés, mais sûrement pas aussi alarmistes que certaines personnes semblent le dire. Je ne sais pas si je continue ou si. Non, écoute, moi, je crois qu'on Peu, saisit ton hein. point. Oui, demain, du coup, on te laisse répondre. Du coup, je réponds? Oui, bien sûr, de toute façon, c'est un échange libre, hein, là, pendant les 70 minutes, là, c'est un échange complètement libre, donc il y a pas de distribution de parole. OK, d'accord, ça veut dire que je peux farouchement, voler la parole à Richard, c'est un peu, Et une faute verbale, quoi. je vous interromprai juste si vous le faites trop, mais sinon vous pouvez. OK. Alors le truc bon, Richard, tu as, dans cet échange où on a chacun un flingue braqué sur l'autre, tu braques dangereusement ton flingue vers ton pied dans le sens où tu as légèrement redéfini les termes de menace sérieuse en présentant le concept d'imminence. Le problème, c'est que, alors c'était justement quelque chose que je disais pile il y a pas longtemps. Alors déjà, j'ai une question, Walter. Est-ce qu'on peut, en débat, on peut librement aller chercher des sources, piocher, ouvrir un livre, etc. ou pas? Oui, bien entendu, oui, oui. OK. Parce que du coup, je suis allé, c'est quelque chose que j'ai lu il y a pas longtemps. J'ai lu un livre d'économie, donc Économie écologique, une perspective européenne aux éditions de Boeck Supérieur, où il parle éventuellement évidemment du cas du changement climatique. Et donc c'est à la page 114. En fait, justement, ils expliquaient qu'on se place dans ce qu'on appelle une science post-normale. D'après, si on en croit les termes utilisés par Funtowitz et Ravets en 90, et en fait, la science post-normale, c'est pas une branche de la science, c'est juste un paradigme scientifique qui s'intéresse aux problèmes pour lesquels le taux d'incertitude est élevé. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'incertitudes et quand les enjeux décisionnels, parce que le moindre fait scientifique qui découlerait de, de cette recherche de certitude pourrait avoir un impact important, on est dans le cadre d'une science post-normale, on n'est pas dans une science appliquée, dure ou théorique, qui considère des phénomènes plutôt certains et immédiats. On est sur des choses qui concernent des échelles de temps très longues. Et du coup, le caractère immédiat ne va pas se manifester parce qu'on est typiquement dans quelque chose où on invoque en fait des modèles climatiques, des modèles météorologiques, géologiques, etc., qui forcément se passent sur le long terme. Donc sur le côté imminent, évidemment, ça va pas être une menace imminente, même si c'est déjà une menace. C'est juste que l'ampleur n'est pas encore importante. Néanmoins, avec le changement climatique, on est obligé de considérer des échelles de temps très longs. Alors moi, je me base principalement sur ce genre de bouquins que je peux lire de temps en temps, les rapports du GIEC, de l'IPBES et de l'Agence internationale de l'énergie, donc l'AIE. Et tu parlais par exemple du documentaire d'Al Gore. Alors c'est vrai, du coup je suis allé chercher vite fait, c'est vrai que Al Gore avait dit que... alors j'ai pas vu les 20 ans, mais on va dire que c'est vrai, ça. Pourquoi pas. D'ici 20 ans, le niveau des mers s'élèverait de 6 mètres. Et pour le coup, j'ai trouvé l'info que c'était bien ce que le GIEC avait dit, mais si jamais le Groenland venait à fondre, que ça représente une masse de glace au-dessus du niveau de la mer qui est tellement importante que si ça venait à fondre, effectivement, le niveau des mers augmenterait d'ici 6 mètres. Et le GIEC a dit que ça pourrait se produire, mais en l'occurrence, ça ne se produirait pas avant 2080 plus, sachant que les estimations actuelles, si je dis pas de conneries, c'est que le niveau des mers s'élèverait de 2 à 3 mètres, avec les cartes que certains ont pu voir là où la Floride serait submergée, une partie de l'Europe, etc. Ça n'arrivera pas avant 2080, quelque chose comme ça.
Le problème donc, c'est que comme le changement climatique, je le disais tout à l'heure, est catalyseur d'autres problèmes, la montée des eaux, et ben, le problème c'est que, ces menaces-là qui sont bien sérieuses, puisque si ça arrive, il y a une grosse partie des terres émergées qui seront immergées, donc ça va être un gros problème pour, loger les populations. Bah, le truc, c'est que ça arrivera dans très, très, très longtemps. Heu et de plus, ce qu'a dit Al Gore, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que ce que dit Al Gore ou n'importe quel activiste qui a tendance éventuellement, pourquoi pas, à alarmer, à déformer les faits pour rendre le tout un peu plus cataclysmique que ce qui n'est, ça ne reste que les paroles des intervenants en question. Je pense que ce qui va nous intéresser, ce sur quoi il faut se concentrer, ce sont sur les faits scientifiques. Donc le consensus s'il y a, ou alors les faits présentés par tel ou tel scientifique. Et du coup, donc en ce qui concerne Al Gore, c'est un documentaire. Des documentaires, il y en a plein. Je te demanderais, est-ce que tu as quelque chose à reprocher aux faits relativement admis? Ou est-ce que tu as des nuances à apporter ou des contre-arguments à apporter à des faits relativement admis concernant le changement climatique et qui émergeraient du GIEC, de l'IPBES, ou même si l'IPBES c'est plutôt la biodiversité, mais le GIEC et l'IPBES ont rendu un rapport commun en 2021 ou 2022, je crois, où ils traitent de toutes ces questions-là. Et donc, est-ce que tu as des contre-arguments qui viennent contrebalancer des faits avancés par des scientifiques ou des organisations ou des organismes? Alors, sur les faits actuels, non, comme je te disais dans l'introduction, je ne nie pas le changement climatique. Par contre, je nie sa gravité, déjà par rapport à un fait sur comment sont, prises les températures. Vous remarquerez que, on se base toujours sur une base de 1800, je crois 80 à nos jours, pour voir, une tendance, des températures. Alors 1880, moi ça m'a toujours étonné que au 19e siècle, il y ait autant de sondes pour considérer que les données du 19e siècle soient fiables. Et en me renseignant même un peu plus, je me rends compte qu'en réalité, jusqu'aux années, 40, le relevé des températures était quand même un peu farfelu. Par exemple, j'ai appris qu'à l'époque, pour relever les températures des océans, il suffisait juste de tremper un seau dans l'océan depuis un bateau, relever le seau et prendre la température du seau. Voilà comment étaient relevées les températures à cette époque. Et ça, c'était, on va dire, pour les pays développés dans les zones, on va dire, contrôlées par les pays développés. J'imagine même pas, comment, en Amérique latine ou en Afrique, on pouvait relever les températures des océans dans les années 40. D'ailleurs, même s'ils avaient eu l'idée de le faire. Et pareil pour les sondes, de température, on va dire, terrestres, où là, c'est géré par un organisme qui s'appelle, un organisme. C'est toujours l'ONU qui gère le truc, mais ils ont lancé un programme qui s'appelle le réseau global Argo. Ce réseau global, il a été mis en place en 99. Donc, c'est assez récent, on va dire. Et c'est l'équivalent de 3000 flotteurs qui ont été, rendus opérationnels, autour des années 2007. 3000 flotteurs, il faut se rendre compte un peu quand même, c'est, un flotteur et une sonde de température tous les 300 km² sur l'océan. J'espère qu'ils sont répartis de manière, bien, et que c'est pas juste une moyenne, mais ça me paraît très peu pour, vraiment évaluer la température de l'océan et de même sur la Terre. Et là, je vous invite à aller voir sur le site Infoclimat, où il y a une carte des sondes de température, où vous verrez que, on va dire que tout ce qui est pays, développés, c'est-à-dire, États-Unis, Amérique du Nord, Europe et une partie de l'Asie, on a suffisamment de sondes pour considérer que les mesures sont fiables. Ça, il y a pas de problème. Par contre, que lorsqu'on regarde d'autres continents, on se rend compte, que la présence de sondes est très sous-estimée, voire il y a des territoires entiers où il n'y a aucune sonde qui relève la température. En fait, ce que tu critiques, c'est le mode de relever les températures à l'heure actuelle, dans le sens où il y a des zones du monde qui contiendraient peu de sondes ou peu fiables. Et par le passé, le fait que le relevé des températures était approximatif et donc on se base dessus, sur des relevés approximatifs d'antan,
pour relever les températures du 19e et du début du 20e siècle. Ah ben, d'après moi, jusqu'aux années 40, les relevés de température n'étaient pas du tout fiables. Alors il y a eu une sorte de correction, mais pareil, qui me semble, lorsque les chiffres sont pas bons ou sont obtenus de manière, de cette manière, hein, on va dire, peu orthodoxe, je vois pas comment on peut les corriger et je vois pas comment même on peut se permettre de les prendre en compte pour tracer une ligne, une ligne évolutive du climat. En réalité, les mesures de, des températures de la planète me paraissent juste qu'à partir des années, allez, on va dire 40 pour être gentil, même si je trouve quand même que plonger un seau dans l'océan, relever le seau et prendre la température de l'eau dans le seau est pareil, une méthode pas très scientifique. Mais bon, on va dire à partir des années 40. Sauf que le climat, c'est des périodes sur périodes longues. Et je ne vois pas comment on peut tirer une tendance en disant en 2050, tel territoire va être submergé, tel territoire aura atteint telle température, sur des relevés aussi courtes et, euh, et en plus avec des méthodes dans les années 40 discutables. Alors du coup, j'ai pas connaissance très précise de comment sont relevées les températures. Enfin, je sais qu'il y a des relevés croisés, hein. Ça veut dire que sur des temps plus ou moins longs, il y a les carottes glaciaires. Euh, les carottes glaciaires nous donnent les concentrations de CO2 et d'autres mesures permettent d'évaluer sur des temps plus longs et plus facilement les températures estimées. Donc en fait, Et il y des a des temps données longs. croisées sur du long terme dans le passé. Et on a des données fiables depuis les années, voilà, deuxième moitié du XXe siècle. Si jamais on considère qu'il y a un creux entre l'an 0 et l'an 1950, euh, de toute façon, on a déjà un schéma global qui se dessine avec une connaissance des cycles géologiques et climatiques qui permettent si jamais on n'avait aucune température entre l'an 0 et 1950, de tracer de faire des projections. Maintenant, il me semble que les arbres et pas leurs cerneaux, leurs anneaux, quoi, étaient, mais ça, il va falloir que je fasse une recherche vite teuf, était une des méthodes employées pour relever les températures d'antan. Mais en tout cas, moi, ce que j'amène comme idée, là, vite teuf, par rapport au point que tu amènes, c'est qu'en fait, les méthodes sont croisées. Que ce soit sur des échelles de temps long ou court, les méthodes sont toujours croisées, tout comme pour mesurer la taille de l'univers ou quoi, on a plusieurs méthodes, de même. Euh, je m'arrête là-dessus, je sais pas si tu as un truc à dire par rapport à ça. Ben, les calottes glaciaires, lorsqu'on mesure le taux de CO2 dans ces carottes, ben, on n'a pas une précision à l'année près. Pour les arbres, c'est un autre problème, c'est que les cercles des arbres peuvent indiquer un changement climatique, mais pas forcément une augmentation de température. Ça peut indiquer une sécheresse, ça peut indiquer une maladie, une attaque de parasites. Étudier les cercles des arbres, ça peut être intéressant, mais on ne peut pas se baser là-dessus, puisqu'il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans le développement de l'arbre, qui fait que on ne peut pas l'utiliser. Il n'y a pas que la température qui ferait croître un arbre plus ou moins vite. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu et, euh, et faire une corrélation de température avec développement des cercles des arbres. Pareil, n'importe quel botaniste te dira que c'est pas suffisant, quoi. Il y a des facteurs hydrométriques, de l'intervention de parasites qui peuvent influencer le développement d'un arbre, des stress liés à des animaux qui peuvent aussi impacter son développement. Donc ça reste des mesures peu fiables et, euh, et peu convaincantes au final. Du coup, tu es en train de dire que toutes les méthodes utilisées, méthodes croisées des roches, des glaces, des forts, enfin des arbres, des, euh, des fossiles, des pollens, des sédiments, toutes les méthodes croisées de relevé des températures ou d'estimation des températures ne sont pas une base suffisante pour Ça nous donne une déterminer si échelle. oui ou non il y a un réchauffement climatique.
Ah non, ça nous donne, une vision du climat à une certaine époque. Ça ne permet pas de donner des prévisions, sur le climat en 2050. Ça nous donne, voilà, l'image de en couplant toutes ces méthodes, les sédiments, les roches, le pollen, les arbres, les témoignages historiques, nous donne une image du climat qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, mais ça nous voilà, ça permet pas de faire des prévisions, ni de tracer des tendances. C'est juste un relevé, des températures ou du climat, parce que le climat ne se résume pas non plus aux températures, hem, d'une certaine époque. Et concernant les sédiments, ce n'est pas précis à l'année près. Les carottes glaciaires, pareil, ce n'est pas précis à l'année près. Ce qui peut être précis à l'année près, c'est les arbres, puisque un cercle correspond à un an. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu sur le développement d'un arbre on peut pas dire que tel cercle correspond à une hausse de température ou à une baisse de température. C'est un indicateur, ça nous indique un truc, mais après il faut que ça soit croisé avec d'autres informations qui valident, qui valident cela. Et on Du coup, so on va passer et du vas-y. vas-y. Non et du coup, on peut voir, justement avec toutes ces informations qu'on a, sur le passé, que le climat n'a jamais été, quelque chose de stable, de linéaire et qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans, dans le changement climatique qu'on sous-estime, selon moi et qui peuvent faire en sorte que peut-être que l'homme a sa part de responsabilité, certes, mais qu'il y a peut-être d'autres phénomènes, heu, qui s'y ajoutent, qui fait que ce changement, comme je disais, je le nie pas, mais qui n'est peut-être pas, si catastrophique qu'on peut le penser, en tout cas à l'échelle de la Terre, quoi. Donc demain soir merveilleux, tu as un retard de temps de parole qui commence à être non négligeable, donc n'hésite pas à Ouais. développer vraiment sur les différents points qu'a abordé Richard. Bah, du coup, on va partir du principe que la vision de Richard, est la bonne. On va faire ce petit exercice-là. On va dire qu'il y a alors tu dirais que, voilà, on va dire que, à ton avis alors donne-moi juste une date, avant 1940, les relevés sont pas fiables et à partir de quand, l'an 0, -10 000, -20 000, -30 000, à partir de quand on peut avoir comment dire? Des relevés de température plus ou moins fiables, selon toi? Alors je dis qu'à partir de 1940, on a des données fiables et encore je suis gentil, des données fiables annuelles. Je ne dis pas que les données, archéologiques, et toutes les méthodes qui sont utilisées pour voir quel était le climat à des époques anciennes n'est pas bonne. Je dis que par contre, elle n'est pas précise à l'année. Elle donne une vision, peut-être au niveau du siècle, voire du millénaire de l'évolution du climat. Ce qui fait qu'on n'a pas le détail des fluctuations lorsqu'on remonte loin dans le passé. On a juste des tendances avec, des mesures de taux de CO2, mais qui ne reflètent pas par exemple, une augmentation brutale sur une année. Ça peut pas OK. apparaître. Alors du coup, Alors qu'avec les données vas-y, vas-y. comme le problème du changement climatique, c'est un problème sur des temps géologiques assez longs, ou un temps à l'échelle de l'humanité qui est assez long, on va dire que jusqu'à l'émergence du néolithique, il y a moins 10 000 ans, enfin de moins 10 000 ans jusqu'à 1940, il y a quasi pas de données. Ou en tout cas, pas de données fiables et pas de mesures directes. On va dire qu'à partir de 1940, on a donc 85 ans de mesures directes relativement fiables. Pour le passé, qu'est-ce qu'on a? On a les connaissances géologiques couplées avec les données issues de la paléontologie, couplées avec tout un tas de données qui nous permettent de dessiner les grandes tendances du climat des derniers millions d'années. On sait que à je ne sais plus quelle époque du temps des dinosaures, donc Trias, Crétacé ou Jurassique, je ne sais plus, il y avait quasiment pas de glace, la température moyenne était de 32 degrés, etc. Bref, je sais pas. On sait beaucoup de choses qui sont extrapolées de données qu'on a. Et on a des grandes tendances. Et à partir de 1940, on observe soudainement une augmentation brusque de la température. Moi, ce que je dis, c'est que les connaissances qu'on a ont donné les grandes
ont dessiné les grandes tendances du climat, ont dessiné les grandes influences. Enfin, comment dire, on connaît le rôle et le pouvoir, le potentiel d'effet de serre du CO2, du méthane, de tout un tas de choses. On sait à peu près qu'est-ce qui a été relâché dans l'atmosphère il y a des millions d'années, des milliers d'années, dans les glaces, dans les roches, etc. Bon, moi ce que je dis, c'est qu'à partir de 1940, on va dire que voilà, il y a une augmentation. En 85 ans, de 40 à 2025, on connaît le taux des augmentations grâce aux mesures directes. Et dans le premier rapport du GIEC, on pouvait voir par exemple qu'il y avait des prédictions qui étaient que si les choses continuent comme ça, si jamais les émissions de CO2 voilà, continuaient d'augmenter telles qu'elles l'avaient fait, il y aurait une augmentation de 0,3 degrés tous les 10 ans. Cette prédiction du premier rapport, elle était correcte. C'est ce qu'on observe depuis 90, donc là on est à plus 0,9 degrés par rapport à 90, et en 1990 on était à plus, je ne sais plus combien, je ne vais pas dire de bêtises, par rapport aux estimations de l'ère pré-industrielle, en tout cas depuis 1850. Moi ce que je dis, c'est que même si jamais il y a un trou, on va dire qu'il y a un trou, euh, l'évolution des températures que l'on a dessinées ne peut être expliquée de toute façon d'aucune autre façon que par une cause anthropique. Donc une cause d'émission massive de CO2 par les sociétés humaines. Et que l'évolution, quand on prend n'importe quelle courbe, justement, n'importe quel graphique d'évolution des températures, il n'y a jamais eu d'évolution, de pic aussi impressionnant, d'évolution aussi impressionnante des températures, donc de 0,3 degrés tous les 10 ans, par le passé. Et donc même si jamais il faisait plus froid ou plus chaud avant, même si jamais il y a un trou dans les mesures, finalement, dans l'expérience de pensée que j'amène là, c'est pas important parce que ce qui compte, c'est que depuis les années 40, on a des relevés assez précis, plutôt précis sur la surface du globe qui permettent de dessiner une tendance. Et l'origine anthropique est plutôt bien avérée. Et finalement, même si jamais, enfin, peu importe le point de départ, peu importe si jamais le, les relevés de température étaient fiables au 19e siècle, on a à l'heure actuelle des données suffisantes pour démontrer qu'il y a une augmentation, que cette augmentation peut, peut continuer d'augmenter, et de toute façon continue d'augmenter puisque les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. On a Richard et moi, de toute façon, parce que tu l'as confirmé, tu reconnais la réalité du changement climatique. Ce qui veut dire que même avec les lacunes, on va dire, de mesures de température que tu mets en évidence, tu crois quand même au phénomène de changement climatique. Et c'est pas un débat sur la réalité ou non du phénomène, c'est un débat sur sa gravité. Euh, et je pense qu'il faut qu'on débatte de ça, de la gravité du changement climatique. Et est-ce que tu me suis et tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, il n'y a pas de souci, on peut partir sur le caractère grave et menaçant de ce réchauffement climatique. Et là, je prendrais on va dire que deux chiffres pour montrer que ce n'est pas si grave que ce qu'on prétend. Par exemple, on parle de la pollution de l'air à l'extérieur. Si on compare à la pollution de l'air à l'intérieur de nos bâtiments, on y passe quand même malgré tout 80% de notre temps en moyenne, 90 aux États-Unis selon certains chiffres. L'air intérieur de nos habitations est 5 à 8 fois supérieur à celle de la pollution extérieure. Donc, il faut se rendre compte. Si on trouve que l'air est pollué à l'extérieur, ben à l'intérieur, il est 5 à 8 fois supérieur. Si vous êtes fumeur et que vous fumez à l'intérieur, alors là, les chiffres explosent. Autre chiffre pour, on va dire, relativiser quand même malgré tout. Un microbiologiste, Monsieur Sellos, SELO2SE, bon, comme il est scientifique reconnu, on va dire qu'il dit vrai quand même. Il affirme que par jour, 100 terrains de foot sont recouverts en France. Donc 100 hectares. Un terrain de foot, c'est à peu près 1 hectare. Un autre chiffre, 1 hectare de bitume routier crée 10 litres d'hydrocarbures par an qui partent dans les sols et les eaux. Et un dernier chiffre montrant que
finalement, le CO2 est peut-être le problème le moins grave qui nous attend. Et je rappellerai juste les chiffres de l'accès à l'eau. Je crois que c'est l'équivalent de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable. Et donc oui, le changement climatique les rend encore plus vulnérables, mais ils étaient déjà bien vulnérables avant. Donc voilà, si on fait un état de lieu de notre planète. Ah oui, et un dernier chiffre de ce microbiologiste. Si on augmentait, alors ça m'a surpris, parce qu'au final, la solution quelque part, elle est là. Il affirme que si on augmentait de 0,4% la matière organique dans nos sols, et on connaît la situation de l'état dans lequel nos sols sont, il suffirait d'augmenter de 0,4% la matière organique dans nos sols pour compenser nos émissions de CO2. T'as dit quoi? Il faudrait augmenter. Attends, tu peux répéter la dernière chose, s'il te plaît? Il faudrait augmenter de 0,4% la matière organique dans les sols pour compenser nos émissions de CO2. Parce que ce qu'on sait très peu, c'est que notre manière de cultiver et de traiter le sol produit énormément de CO2. Ce ne sont pas les machines qui produisent le CO2, c'est vraiment le sol en lui-même. Lorsqu'on laboure un terrain, et que dans le but de le faire respirer, comme ils disent, de l'oxygéner, et bien justement, on rejette le sol rejette du CO2, et lorsqu'il y a des forts orages et des fortes pluies en général, cette matière organique est lessivée. Sauf que c'est la matière organique qui fait que le sol capte le CO2. Donc il faudrait juste augmenter de 0,4% et quelque part changer nos méthodes de culture, et donc faire augmenter la matière organique de 0,4% pour compenser nos émissions. Et je vous interromps juste pour vous dire Ah, qu'il est 21h06, on arrive à la mi-temps, donc il reste 35 minutes avant le temps de conclusion. Voilà, je te laisse répondre demain. ouais, ça va super vite. En fait, tu pointes du doigt alors, augmenter juste de 0,4%, ça a l'air de pas grand-chose, mais il y a quand même un gros travail à faire parce que pour des terres en général cultivées qui ont une faune endogée qui est quand même donc une faune dans les sols, hein, les vers de terre et compagnie qui sont quand même bien meurtris. Augmenter de 0,4%, ça reste quand même un petit défi en soi, même si le chiffre est pas important. Et si jamais le chiffre de 0,4% est vrai. Mais alors, bon, depuis tout à l'heure, bon, c'est vrai que je parle très peu. C'est entièrement de ma faute. Je parle peu. Je pense qu'il faut, puisque toi et moi, c'est génial, on croit en la réalité du changement climatique, on peut se baser sur les chiffres croisés du GIEC, de l'IPBES et de tout un tas de choses. Et un changement climatique à 1,5 degré, si jamais on arrive à limiter la hausse à ces niveaux-là, c'est évidemment les vagues de chaleur qui augmentent, notamment dans les pays qui sont déjà concernés par l'Inde, qui bat des records chaque année. Des impacts sur l'agriculture dans le sens où on va avoir combien de terres on va avoir? 15. Je sais plus quel est le pourcentage de terres qui vont être asséchées à cause du changement climatique, mais actuellement on a une agriculture qui est beaucoup dépendante du blé, qui est très gourmand en eau. On a passé la 6e ou 7e limite planétaire qui est la disponibilité de l'eau, donc verte, bleue ou grise, tout a été passé dorénavant. Ça veut dire qu'on entre dans une ère depuis 2022 ou 2023, après avoir passé cette 6e ou 7e limite planétaire sur 9. On a passé une ère où l'eau pourrait venir à manquer. Si on se concentre sur le blé, on utilise beaucoup de blé. Ça va pas être soutenable pour l'avenir. Le blé nourrit les gens. Si on peut pas nourrir les gens, je pense qu'on sera d'accord pour dire, toi et moi, que c'est une menace sérieuse. On pourrait passer au millet ou à d'autres céréales qui demandent beaucoup moins d'eau, mais ça demande un changement en profondeur qui engagera des coûts, etc. Donc on a menaces liées aux températures, menaces nettes, menaces liées à l'incertitude de modification des phénomènes El Niño et La Niña, qui sont les phénomènes périodiques qui arrivent tous les 5 ans et qui concentrent un peu la chaleur pour El Niño et qui la diffusent pour La Niña, je crois, et qui font que on risque d'avoir une augmentation des périodes assez locales de sécheresse extrême. On a pour 1,5 degré, je crois. Alors,
1,5 degré, je crois 80% des coraux, des coraux qui risquent de dépérir. Donc on a une biodiversité et un équilibre des océans qui risquent de complètement voler en éclats. S'il n'y a pas d'équilibre, donc ça veut dire que si jamais il y a un déséquilibre complet de la biodiversité et de la faune des océans, on pourrait observer une chute des espèces que l'on consomme. Donc on risque d'avoir une menace alimentaire croisée sur Terre et dans l'eau. Augmentation des menaces climatiques, je parlais de El Niño, La Niña. Fonte des glaces. Ça nous fait quand même donc pas mal de choses juste pour 1,5 degré. Ça nous fait quand même pas mal d'éléments qui nous font nous dire qu'il y a une menace sérieuse. J'imagine que tu crois aux chiffres que je viens de partager, au phénomène que je viens de partager. En quoi pour toi, donc, aggravation donc des températures, des cas de sécheresse, aggravation des perturbations climatiques, que ce soit par rapport à majoration des effets de El Niño, que ce soit augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme les orages, les inondations, les tempêtes, etc. Que ce soit insécurité alimentaire, je donne deux petits exemples avec le blé et avec la perturbation de la biodiversité des espèces de l'océan. Et on a donc fonte des glaces et éventuellement l'élévation des eaux qui fait qu'il y aurait des populations qui devraient être déportées et que la disponibilité des terres habitables viendrait à diminuer. Est-ce que tu peux me dire en quoi ce n'est pas une menace sérieuse? Une menace sérieuse si on n'avait pas les solutions. Alors les solutions, on les connaît et elles sont assez simples en réalité. Par exemple, tu as parlé des coraux. Tu affirmes, un peu comme dans le reportage d'Al Gore, d'ailleurs ça a été remis en cause encore une fois par la Cour de justice, la Haute Cour de justice de Londres, il n'y a pas que le réchauffement qui détruit les coraux. D'ailleurs, c'est limite presque un détail, puisqu'il y a eu des périodes où l'océan était bien plus chaud et les coraux se développaient, alors peut-être pas dans les mêmes zones, mais étaient justement beaucoup plus propagés dans les océans. Et affirmer que les coraux disparaissent uniquement dû à la hausse des températures qui acidifient les océans et compagnie, mais ce n'est pas pointé. C'est là où, quand Al Gore dit, titre son truc, son reportage Une vérité qui dérange, il dérange pas grand monde au final. En tout cas, il ne dérange pas les, euh, les gros chalutiers qui raclent le fond des océans et qui tuent toute la biodiversité. Ça, il n'en parle jamais. Il ne parle pas non plus de toutes les autres formes de pollution métaux lourds, pollution d'hydrocarbures, qui ont un impact beaucoup plus violent que quelques degrés, et encore concernant l'océan, il faudrait voir si on peut même parler de quelques degrés. De la même manière que dans le milieu agricole, la déforestation, c'est des émissions certes de CO2, mais ce ne sont pas les émissions de CO2 dont on parle, c'est-à-dire l'activité humaine due au transport, là où les politiciens veulent tous agir. Ils veulent agir sur ça, mais ils ne veulent pas revoir les méthodes de culture, alors qu'il existe des solutions, comme l'agroforesterie, comme le non-travail du sol, en tout cas pas un travail du sol autant en profondeur. Alors, on va dire oui, alors les pays pauvres sont sans doute les plus vulnérables, ce qui est vrai. Mais ils l'ont toujours été. En réalité, dans l'histoire, les pays pauvres ont toujours été vulnérables aux phénomènes climatiques, du fait de leurs infrastructures qui ne sont pas, on va dire, assez solides euh, pour résister à des tempêtes ou à d'autres cataclysmes climatiques. Mais ça existait déjà bien avant le changement climatique, et c'est pas pour autant qu'on est venu les aider. Donc il y a ce discours qui considérerait, mais qui nous fait croire, oui, mais tu comprends, les pays pauvres, eux, ils vont souffrir. Ça fait des années qu'ils souffrent, ça ne nous a pas empêché de continuer à polluer et à vivre tel qu'on vit actuellement, qui est un épiphénomène. Il faut se rendre compte que le pétrole, on va dire que ça fait 70 ans qu'on a accès à un pétrole qui nous rend limite surpuissants. C'est-à-dire que quasiment nous tous, là, en ce moment, c'est comme si on vivait avec
peut-être 300 personnes à notre service. Donc évidemment, ça a un impact sur l'environnement, mais ça, ce modèle-là, en tout cas, les pays riches ne veulent jamais le remettre en cause. Par contre, ils veulent l'empêcher aux pays émergents. Et alors, je sais pas si au niveau temps de parole, on est égalitaire là, mais Bah, en fait, j'ai je crois que encore. j'ai pas compris le principe de l'échange libre, c'est-à-dire que je te laisse trop parler et je prends pas assez la parole, mais ça répond pas forcément à ma question. C'est-à-dire que toi, tu dis, par exemple, que on fait suffisamment de mal finalement, et c'est ça le problème, et le changement climatique ne fait que en rajouter une petite couche. Mais par rapport à tout ce dont je t'ai parlé, donc à l'insécurité alimentaire des pays développés, C'est euh, déjà le cas. on peut Mais très- rajouter par exemple les assèchements de lacs qui ont déjà eu lieu en Afrique, ou etc. Parce que tu parles des pays pauvres ou moins c'est une- développés. je peux pas répondre, vas-y. Pardon, excuse-moi. J'ai- Que ce soit pour les pays développés. Euh, on va dire qu'on peut continuer nos activités un peu comme on veut, gaz, pétrole, youpi youpla. On peut continuer nos activités de pays développés, de pays riches, et de rester riches pendant 50, 60, 100 ans. Il n'empêche que le changement, enfin, supposons qu'on puisse continuer nos activités, le changement climatique compromet cela. Ça veut dire qu'il va y avoir une limite au nombre de personnes qu'on peut nourrir, parce qu'on va avoir des problèmes agriculturels liés au changement climatique et aux sécheresses. Loger, parce qu'il risque d'y avoir une montée des eaux et que certaines zones, de toute façon, seront inhabitables à cause des températures. Et si jamais on compte ventiler ou climatiser tout ça, ça va accentuer les effets du changement climatique, ça va pas être une solution. Euh, pour les populations plus pauvres, peu importe le pays, le continent concerné, mais si on prend l'Afrique, il y a assèchement des lacs dont dépendent les populations qui vivent autour, le lac Tchad, tout un tas de lacs qui sont actuellement en train de s'assécher. Et si on prend les populations oubliées, qui ne sont pas forcément des pays, mais les nomades qui sont un peu, qui sont peu nombreux et un peu oubliés, comme par exemple dans la région du. J'avais vu un documentaire sur. Donc c'est la région du Ladakh au Tibet, où en fait le rapport en eau dépendait des fontes, de la fonte des glaciers d'une partie de l'Himalaya qui leur fournissait de l'eau. Sauf que du coup, comme les glaces ne se reforment plus suffisamment, ils ont plus d'eau. En fait, peu importe le niveau de la population considérée, il y a un impact pour le changement climatique. Certes, les toutes petites populations sont peut-être moins protégées parce qu'elles dépendent directement des phénomènes qui sont perturbés par le changement climatique. Les populations plus organisées en nations moins pauvres, mais quand même pauvres, comme en Afrique ou en Amérique du Sud, ou en pays en voie de développement en Amérique du Sud ou en Afrique, dépendent déjà de sources d'eau, de sources d'énergie, de quoi que ce soit, qui sont menacées par le changement climatique. Et certes, les pays développés sont plus résilients face aux changements qui se profilent, mais il n'empêche qu'on risque d'avoir un impact quand même conséquent. Notamment parce on consomme beaucoup, on est assez nombreux, et si on reprend notre définition de ce qu'est une menace sérieuse, à savoir que c'est quelque chose qui peut compromettre comment dire, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'existence ou le fonctionnement de quelque chose, en l'occurrence les sociétés développées, on est en plein dedans, dans le sens où ça risque de limiter nos activités, ça va constituer un élément qui va grandement compromettre nos activités. Donc on a pour l'instant un constat qui est celui-là, peu importe le niveau de la population, euh, il y a il y a un impact plus ou moins important auquel les populations sont plus ou moins résilientes. Euh, ce qu'il faut que tu démontres éventuellement, ou alors moi je prendrai un peu plus de temps de parole pour donner éventuellement d'autres chiffres, mais ce que moi je devrais démontrer, si je devrais le démontrer, c'est qu'effectivement ces menaces sont importantes et elles pèsent sur nous, mais je pense que les quelques chiffres que j'ai donnés et qui sont de toute façon consultables sur le rapport du GIEC parlent d'eux-mêmes, mais ce que toi tu devrais démontrer, c'est en quoi finalement, non pas en quoi ça peut être même pas en quoi ça peut être remédiable avec quelques solutions que tu peux citer, mais en quoi ce n'est pas une menace en premier lieu. Parce qu'on peut avoir des solutions, il n'empêche que la menace est là, que c'est le sujet du débat. Du coup, par rapport aux quelques chiffres que j'ai donnés, est-ce que tu peux, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça ou pas? Parce que du coup, ces chiffres-là, euh, mort de la biodiversité, acidification des océans qui vont également pas aider la situation des coraux et de la faune en général, euh, sécheresse, difficulté d'alimenter l'alimentation qui découle de la sécheresse sur Terre et de l'acidification
des océans et mort de la biodiversité dans les océans. Voilà, est-ce que tu veux nuancer ou relativiser cette menace? Je vais la nuancer en disant que cette menace est très loin de la menace qui nous attend d'ici, à peu près la même période. Alors on va voir comment ça va se passer, mais par exemple, l'accès à l'énergie, parce que ce qui empêche les pays de se développer, c'est bien l'accès à l'énergie et aux ressources. Donc quand tu as pris des exemples, par exemple, des lacs qui s'assèchent, bon, si ça je vais pas dire non, le lac il s'assèche pas. Par contre, dire que c'est le réchauffement climatique qui a asséché le lac, beh, c'est peut-être faux. Peut-être qu'il y a une entreprise, une industrie, à proximité qui pompe dans ce lac et qui prive les agriculteurs de cette eau et qui fait que ça accentue, justement, la pénurie d'eau dans certaines régions. On peut le voir même des fois, même pas si loin de chez nous, hein. Des entreprises, qui captent les eaux, pour leur propre intérêt et qui fait que des populations, en aval, se retrouvent privées d'eau. Concernant, toujours pareil, l'approvisionnement, concernant l'énergie, je rappelle que notre modèle de vie, quel que soit le climat, n'est pas tenable. Même si, le climat se refroidirait ou resterait stable, d'ici moins d'un siècle, beh, le pétrole va se faire rare et on sait que l'accès à l'énergie est toujours source de conflits et donc de guerre et ça me paraît quand même beaucoup plus menaçant qu'1 degré de plus. On peut voir que, par exemple, des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, ont des climats, beaucoup plus chauds et ils n'ont aucun problème, en tout cas apparemment, pour vivre. Donc c'est bien l'accès à l'énergie qui va être notre prochain, grand défi et le changement climatique à côté ne va juste qu'accentuer, la misère de certains, heu, face à la privation mais en tout cas, à la difficulté qu'ils ont d'accéder à l'énergie telle que le pétrole, l'électricité, l'eau potable et la nourriture. Et si tu parlais de l'Arabie Saoudite, par exemple. C'est de l'Arabie Saoudite dont tu parlais, non? Tu disais Oui, tu oui, disais ils alors ont tu des as climats parlé de déjà. pays ouais, Si on prend le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, en fait, ils ont déjà, enfin, il y a plein de choses, mais ils ont déjà une consommation d'énergie gargantuesque parce qu'ils doivent désaliniser l'eau de mer dont ils dépendent eux aussi. Donc c'est une consommation énergétique gargantuesque qu'ils ne peuvent assurer par de l'énergie verte, ou alors ils doivent l'assurer par, enfin bref, soit par de l'importation d'énergie, mais pas par de l'énergie verte, c'est pas possible. Et on rentre dans le troisième cas que j'avais dit donc dans ma présentation au début, c'est-à-dire qu'il y a le changement climatique menace en lui-même menace qui va catalyser l'importance, enfin qui va augmenter l'importance d'autres menaces en deux, et en trois, c'est le fait de le considérer comme une menace sérieuse, ça permet, avant même que quoi que ce soit se produise, que ce soit d'ailleurs vrai ou faux, disons qu'en fait on se rend compte dans 100 ans que c'était pas une vraie menace, on migre déjà vers de l'énergie verte. Et donc du coup, le scénario dont tu parles de disponibilité de l'énergie, effectivement les énergies fossiles sont pas éternelles. Si jamais par exemple le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou ces pays-là avaient massivement investi dans l'énergie verte, Heu, le problème de disponibilité des énergies, il serait plus tellement là, parce que s'ils pouvaient dépendre de l'éolien ou du solaire plutôt du solaire, pour, leur approvisionnement d'énergie finalement, bah, le problème n'en serait plus, quoi. Et du sauf que ce coup, ne sont pas des énergies vertes. Le de solaire, quoi? l'éolienne, ce ne sont pas des énergies vertes. L'éolienne, le solaire dépendent du pétrole pour extraire les minerais qui permettent de fabriquer ces nouvelles technologies. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Après, tu peux avoir une autonomie où, par exemple, tu as initialement un besoin d'énergie fossile pour mettre en place un réseau de production, d'électricité, éolien ou solaire, et une fois que tu as cette, production d'électricité autonome, tu peux t'en servir pour par la suite produire, les matériaux qui servent au bon fonctionnement de ton pays. Donc, on peut dire que c'est pas vert dans le sens où en fait il faut du fossile pour faire de l'éolien ou du solaire, mais ça c'est vrai qu'au début. Heu et après ça ne l'est plus. Donc, le truc c'est que
enfin, je te laisse reprendre, si tu veux reprendre quelques exemples, mais l'exemple de l'Arabie Saoudite, il est pas bon parce que parce qu'ils, enfin, ils ont des problèmes. C'est pas qu'ils sont. Je sais plus ce que tu avais dit exactement. Tu avais dit ils vivent dans des climats arides et Et ils s'en sortent très bien parce qu'ils ont le niveau économique qu'il faut pour y survivre. oui, ils s'en sortent très bien pour l'instant. Ah ben oui, non Enfin, mais ils s'en d'accord, sortent. mais pour l'instant. Mais là, grosso modo, on prévoit, par exemple pour Paris, le climat de Madrid. Est-ce que Madrid est invivable? Non. Moi, je reprends quand même les propos de certains. Alors, tu vas me dire, c'est des politiciens, mais certes, ils utilisent les données scientifiques pour alarmer et, euh, et faire peur aux gens. Euh, on connaît, il y a des psychologues qui connaissent l'impact de faire peur aux gens. Alors, il y en a, ça les pousse à s'adapter et à faire ce qu'il faut. Mais par contre, il y en a d'autres, par contre, qui tombent dans la dépression et on le constate, par exemple, en France, on s'est rendu compte qu'il y a une jeunesse qui devient climato-dépressive. Alors, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, ça veut dire la même chose. Bah, ça peut être le terme. En tout cas, je te propose de prendre un peu d'avance sur mon temps de parole, comme ça tu auras le temps de développer par la suite. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas juste, tu vois, il faut pas prendre des informations parcellaires pour un problème qui est systémique. Il faut pas dire, par exemple, Paris avec la température de Madrid, c'est pas grave, parce que à Madrid, on vit plutôt bien et ils se débrouillent. Déjà, de un, on se débrouillerait moins bien et ce serait moins tenable. On peut se passer de cette augmentation. Et de 2, c'est une information parcellaire dans le sens où le temps que Paris devienne Madrid en termes de température, il y a tout un tas d'autres phénomènes qui vont se produire. Ça veut dire que si Paris devient Madrid en 2060, en plus d'avoir les températures de Madrid, on aura un sud de la France qui deviendra un Sahara bis, donc qui sera encore plus sec. Donc on aura un accès à l'eau potable qui va être compromis, hein. Je rappelle qu'on a déjà passé la limite planétaire de l'eau. Donc enfin, c'est déjà un problème dans le sens où on est déjà plus soutenable, la société n'est déjà plus soutenable en termes simplement par rapport à l'eau. Et donc, quand les températures de Paris deviendront celles de Madrid, en plus, on aura en fait tout ce que je t'ai cité. Problématique de faire pousser du blé, mort de la biodiversité des océans, difficulté à alimenter une alimentation en viande, en poisson, en blé, en ce que tu veux. Et du coup, je propose de te recentrer sur les quelques petits problèmes que j'ai amenés et de dire en quoi ces problèmes systémiques et non pas des informations parcellaires de en fait, le lac Tchad est peut-être pas asséché à cause du changement climatique. En fait, les températures de Madrid à Paris, c'est pas si grave. Mais de prendre le cas systémique et de dire en quoi ce n'est pas une menace sérieuse. Mais déjà, en prenant, je te dis, imagine un monde sans pétrole et tu comprendras ce que c'est qu'une menace sérieuse. Parce que là, je te garantis que ton mode de vie, il va changer du tout au tout. Terminer le téléphone portable, terminer les loisirs, parce que sans pétrole, tu ne peux plus te nourrir. En tout cas, avec la main-d'œuvre actuelle, ton avenir, c'est dans les champs, sans le pétrole. Ça, c'est un Alors, changement brutal et assez imminent, surtout au rythme où la consommation va. 1 degré de alors plus, c'est vrai que la quasi-totalité du globe, 1 degré de plus, la quasi-totalité du globe a déjà un climat beaucoup plus chaud que le climat qu'on peut trouver en France, qui est assez, on est assez privilégié à ce niveau-là, au niveau du climat. Il est ni trop froid, ni trop chaud. On a à peu près tous les climats qu'on peut trouver sur la planète, des climats semi-arides, des climats de montagne, océaniques. pour l'Europe. Même à l'échelle de la France, hein, et quand je parle de la France, c'est vraiment la France dans sa globalité et pas juste l'Hexagone. Ah bah On- voilà, bah du coup, ton la- la- exemple est parfait. C'est-à-dire que tu vois, bon, tu réponds pas à ce que j'ai dit avant, mais tu non, mais amènes une autre chose déjà, sur la table que du coup, je vais pouvoir commenter. Tu dis que le changement climatique, c'est pas une menace sérieuse. Si jamais, enfin, à l'avenir, on ne sait pas encore si l'Europe va se refroidir ou vraiment se réchauffer. Dans les deux cas, le climat que tu cites, le climat que tu cites, ouais, on va le perdre. Donc, mais tu te rends compte que euh, ce que tu prétends être si grave que ça, le climat, qui n'a jamais été quelque chose de stable et de linéaire, moi je te parle de ton mode de vie. Ton mode de vie actuel, en tout cas peut-être que tu seras peut-être mort avant, hein, mais tes enfants, sans le pétrole, c'est retour dans les champs. Parce que les 8 ouais, milliards de nous personnes, ils tous. seront là, il faudra les nourrir. Donc Et c'est on pourra pas terminé les les nourrir en loisirs. travaillant dans les champs.
Voilà. Mais là, c'est tout un mode de vie qui change sans le pétrole. Le pétrole, c'est vraiment, le la potion magique, qui nous a rendus aussi forts et sans ce Ouais. pétrole-là, heu, l'agriculture n'est plus la même, la médecine n'est plus la même, tous les produits qui t'entourent, tout ce qui est plastique, tous les textiles, synthétiques, tout ça, c'est fini. C'est Oui, certes, mais tu peux littéralement pas faire un espèce de tout cocoué en disant, «Bon, bah, finalement, le changement climatique, c'est pas si grave parce que regarde si on a plus de pétrole». Moi, je pourrais te dire: Regarde si, une IA super intelligente se développe et se barre de son serveur. Bah, c'est la fin de la civilisation aussi ah d'après beh, beaucoup, d'experts de l'IA, tu vois? C'est un problème civilisationnel et c'est un risque majeur, d'effondrement. Mais on peut pas dire: «Ouais, mais regarde, ça, c'est pire». Il y a plein de choses qui sont pires, probablement, tu vois? Une guerre nucléaire, enfin mais là, si tout se passe bien, s'il y a pas de d'IA qui nous pète à la gueule, si tout, entre guillemets, «va bien» mais qu'on considère juste le changement climatique, à terme, parce qu'on est encore une fois sur des échelles de temps, plusieurs décennies, on n'a pas le choix. À terme, c'est catastrophique. Et si jamais on fait rien et qu'on se réveille dans 80 ans, ce sera pas toi et moi, mais ce sera nos descendants. Va leur dire que, enfin, va enregistrer un truc maintenant et leur dire non, mais c'est pas si grave que ça. Sachant que ah beh, si, bon là, on de est toute façon, parti. dans 200 ans, ils s'en foutront du changement climatique, ils n'auront plus de pétrole, potentiellement. À part si on découvre vraiment des nouveaux puits et compagnie, heu, ils n'auront de toute manière plus le mode de vie qu'on a actuellement. Et puis toi, tu vois que les côtés catastrophiques, du climat en pensant que la nature, se résume, au bien-être de l'homme. Mais la nature, c'est plein d'éléments qui se foutent du bien-être de l'homme et il y aura des opportunités biologiques. Par exemple, on observe des déserts qui verdissent, des zones arides qui, se retrouvent avec des précipitations bien plus importantes que la normale. Alors tu peux voir toujours le verre à moitié vide. Moi, je le Mais vois tu à peux avoir moitié plein plein. d'informations parcellaires. Bah, il y a, ce que toi tu prétends être, un cataclysme, c'est un cataclysme peut-être pour, le climat que tu vis actuellement et oui, il va être différent. Est-ce qu'il va être, invivable? Non. Tu pourras continuer à vivre et bien et beaucoup de gens pourront continuer à vivre. Après tu vas me dire: «Oui, mais il y aura des réfugiés climatiques parce que dans certains pays, ils pourront peut-être plus y vivre». Ah beh, tu sais qu'en général l'immigration fait peur aux gens. Moi j'ai plutôt un discours, rassuriste, oui, peut-être qu'ils viendront et alors? Heu, Ouais, par exemple, regarde, tu dis on pourra toujours vivre. Si on se projette dans X décennies et que rien n'est fait pour stopper le changement climatique. Entre les personnes qui vivent, je sais pas, au Tréport ou à Brest et qui vont commencer à avoir des inondations permanentes parce que le niveau d'eau monte, qu'ils n'auraient pas eu s'il n'y avait pas eu de changement climatique. Entre les personnes qui, voudraient bien, arroser leurs champs, on va dire qu'il y a plus de pétrole, ils voudraient bien arroser leurs champs, ils voudraient bien se rafraîchir, ils voudraient bien prendre un bain, mais ils peuvent plus parce qu'il y a plus d'eau verte, d'eau douce, verte, grise ou bleue. Ou alors ils voudront, avoir un climat, enfin des températures clémentes, mais ils ne les auront pas parce que les températures seront invivables, surtout en période estivale et en période de sécheresse. En quoi ces personnes-là, dont le mode de vie est menacé selon où ils habitent en France, que ce soit par les inondations, les sécheresses, le manque d'eau, en quoi ces personnes, vivront bien? Mais juste avec des températures supérieures ou juste avec un peu plus d'inondations, ça tient pas? mais pourquoi ils vivraient plus mal? Ils vivraient plus mal parce que les températures sortent d'un seuil, de ce qu'il est considéré comme acceptable pour l'humanité. Et tu C'est-à-dire que des si on va dire qu'on actuellement, tu dans as déjà des zones où les températures sont entre guillemets, comme tu dis, «invivables», pourtant des gens y vivent. ouais, parce qu'il y a de l'eau, par exemple. Mais là, il y aura plus d'eau. On a déjà dépassé la limite planétaire. Mais et tu as vu une différence? De quoi? Là, tu prétends qu'on a dépassé la limite planétaire. Est-ce que tu vois une différence entre hier et aujourd'hui où on aurait dépassé la limite planétaire? Bah, non, parce que c'est tout le problème, donc de ces sciences post-normales dont j'ai parlé au début, c'est qu'on considère des temps qui sont longs. Ça veut dire que là encore, enfin, jusqu' on est une civilisation en train de chuter, jusqu'ici tout va bien. C'est le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ça veut dire que là, on a déjà une utilisation de l'eau qui est au-delà de ce qui est capable de ce qui est capable de renouveler la planète et bien sûr qu'on la voit pas la différence, mais c'est tout l'enjeu de la chose. C'est de prendre la menace au sérieux et c'est de faire quelque chose. Et du coup, Mais tu sais que l'eau ne disparaît pas, hein. Il y a le cycle de l'eau qui fait que l'eau ne disparaît pas. ouais, mais l'eau pour le cycle de l'eau peut être perturbé à cause du changement climatique.
rétention d'eau Oui, dans des endroits où, alors j'ai pas le j'ai détail, mais l'impression que avec l'augmentation des températures et le changement des phénomènes climatiques, il peut y avoir des rétentions d'eau à des endroits où on peut pas, bah, peut-être pas dans la haute couche de l'atmosphère, mais il peut y avoir des rétentions d'eau à des endroits où on peut pas la récupérer. oui, mais Voilà. Ou j'ai quand même alors, l'impression qu'il stockage de décrit le l'eau plus climat importante comme dans quelque les chose océans de qui du coup est de l'eau salée et après il faut la désaliniser, mais si on n'a plus d'énergie pour, bah, et cetera. Le serpent se mord la queue, quoi. oui, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai quand même l'impression que tu considères le climat comme quelque chose de stable, réglé comme une horloge, à ton service. Je suis désolé, Alors, justement il y a pas le cas, mais ce que je dis, c'est que le le changement principe qu'on climatique n'arrive peut toujours pas majorer ces on n'arrive effets-là. plus à maîtriser quasiment tous les éléments, l'eau, les et le seul truc qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est le climat. Alors il y en a, ils tentent, hein, ils balancent des métaux, pour faire pleuvoir, et compagnie. Mais on ne sait pas le maîtriser. La preuve qu'on ne comprend pas le climat, si on le comprenait, on saurait le maîtriser. Or, on sait que faire pleuvoir et faire neiger avec des canons à neige. Mais on n'a pas besoin D'ailleurs, de le maîtriser, on a besoin de ne pas l'empirer, pour pas en subir les effets. si on Du le coup, je te comprenait, propose on je te pourrait le propose maîtriser. éventuellement de citer des, encore une fois, de rester sur le versant systémique du problème et pas prendre des cas parcellaires parce qu'on peut trouver une zone, dans le monde qui se portera très bien avec le changement climatique, hein. Là où il y avait de la glace, maintenant il y aura des terres arables, c'est très bien, mais il faut prendre le problème dans sa globalité et du coup, je te propose de, mettre en avant, heu, une réalité de projetée de demain, à l'année 2050, 2060, 2100 et qui ferait que, Je tu la ne dis pas projettes dans la avec changement climatique, je vais sans t'arrêter de changement suite. climatique et tu Non, mais montres je vais que le t'arrêter changement de suite. climatique n'a pas d'impact. Moi, je vais t'arrêter de suite. Je ne lis pas dans l'avenir et je crois pas que les scientifiques prétendent faire ça. Ils donnent des tendances, ils font des modèles, des modélisations, des prévisions. Ils disent pas dans l'avenir. Je sais pas comment sera le climat dans 50 ans. Peut-être ça sera bien pire que ce qu'on pense. Peut-être que ça sera pas pire que ce qu'on pense. Peut-être que ça sera mieux, pas savoir. On sait pas. Donc, moi, les sciences qui commencent à faire des prédictions, dans l'avenir, je m'en méfie et donc je rentrerai pas dans ce débat-là. Tu Moi, te ce que je contredis vois, là. c'est que non, non, je prends les chiffres du GIEC, tu vois? Je suis pas non plus scientifique, je les contredis pas. On voit un réchauffement. Ce que par contre, je conteste, c'est que comment sera le climat en 2050? J'en sais rien et je pense que prétendre dire, que le climat sera invivable en 2050, heu, ça me paraît, fondé sur rien du tout. En tout cas, rien de scientifique à part, des prédictions de malheur et on connaît à quel point l'homme aime se faire peur. Heu, donc je vais pas rentrer dans ce jeu-là de prédire. Il y a des choses qu'on peut prédire, c'est la consommation. Notre consommation de pétrole, ça, on peut la prédire, exactement. On connaît notre stock, on connaît l'évolution de la consommation. On sait qu'à partir d'une certaine époque, il y aura plus de pétrole et ce qui restera, parce qu'il y a des pays qui voudront s'accaparer de ces ressources, ils seront capables de faire la guerre pour s'accaparer ces ressources. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Hitler a attaqué la Russie justement pour s'accaparer le pétrole du Caucase parce que là, c'est aussi un cercle vicieux. Tu peux pas faire la guerre sans pétrole et ça a toujours été le cas, les États-Unis avec l'Irak et c'était pas pour amener la démocratie, c'était bien pour le pétrole. Donc parler de 1 degré et dire que ça, c'est une menace sérieuse, alors qu'il y a plein d'autres menaces qui nous tend les bras quasiment, hein, au rythme où on consomme cette énergie, qui est incroyable, qui est le pétrole, hein, qui nous a fait un bond évolutif, comme jamais. Sans ce pétrole, on n'aurait jamais obtenu ce mode de vie et sans doute, on n'aurait jamais parlé de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'est qu'une infime conséquence, que si on ne peut pas gérer ça, bah, alors le reste, c'est la fin de la civilisation, quoi. Ah, tu dis que c'est une infime conséquence, mais quand tu as proposé par exemple Mais parce qu'il y a des une solutions. petite quand tu proposé une petite projection dans l'avenir en disant: «Bon, bah, voilà, il fera un peu plus chaud, mais les gens vivent bien» et que je t'ai dit: «Bah, ouais, mais le problème, c'est que du coup, tu vois, il y aura des Je influences croisées de, moins d'eau, plus de chaud, moins de nourriture et cetera». Dans ce scénario-là, on voit bien que ça marche pas trop et quand je t'ai demandé, des contre-exemples ou quoi que ce soit pour en restant dans le systémique, pour l'instant, tu en as pas donné. Du coup, Mais des contre-exemples de quoi? Je comprends pas. Tu veux que je te donne des exemples de quoi? Qu'il est possible de vivre avec 1 degré de plus?
Non, je te demande je te demande de rester dans le systémique et de pas partir dans, la Seconde Guerre mondiale ou ce genre de choses, mais de rester sur l'exemple du climat à un niveau systémique et de pas dire que, mais dans telle région du monde, sur 10 km², ça peut mieux se passer. Oui, mais heu, i enfin, je te ramène à chaque fois sur le systémique et je te ramène à chaque fois sur, montre-nous justement que, alors que ce sera vivable, mais tu veux pas te projeter, mais pourtant on est obligé de se projeter pour ces problématiques-là. On est obligé de se projeter. Donc, en fait, tu te dis que tu considères la menace du changement climatique, tu penses juste qu'elle est pas sérieuse, mais tu crois en la réalité de la chose. Mais pour croire en la réalité de la chose, il faut se projeter. Mais après, tu dis: «Je veux pas me projeter, je peux pas deviner l'avenir». Personne peut deviner l'avenir, mais il faut faire des projections, il faut faire des hypothèses. Heu, Oui, tu pourrais, par exemple je tu pourrais, par rentre exemple, dans faire le une projection et nous expliquer en quoi ce serait pas du tout grave un monde réchauffé à 2 degrés, par exemple, ou même 3, 4 ou 5, hein. Tous les scénarios sont envisagés, mais oui, voilà. même 10 tant qu'on y est, mais tu vois, là, on part sur des prévisions qui sont fondées sur rien. Là, actuellement, moi, je prends le constat des scientifiques, on serait à 2 degrés en 2050 ou 2 degrés et demi. Bon, 2 degrés et demi, il y a des exemples, il y en a plein autour sur cette planète de gens qui vivent avec des climats bien plus défavorables et qui s'en sortent très bien. Maintenant, moi, je te parle d'une autre menace qui, elle, moi, je considère c'est vraiment sérieuse. Montre-moi un pays développé qui arrive à vivre sans pétrole. Le Danemark, les pays scandinaves, Non, 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 parce que toi, ce que tu pas appelles à 100, énergie verte, mais elles n'ont de verte que l'étiquette. Et encore. Non, non, il n'y a rien de vert dans les énergies vertes. Parce que quand tu as plus de pétrole pour creuser et des mines, c'est le retour à l'esclavage. C'est-à-dire, il faut des gens ou des animaux. Donc tes moi j'essaie de énergies te ram vertes nécessitent une énergie pétrochimique, mais issue de la pétrochimie, pour être fonctionnelle. Une fois que tu as plus accès au pétrole, tu ne pourras plus fabriquer tes panneaux solaires ni tes éoliennes. Et pareil pour le nucléaire. Sans le pétrole, ton uranium, ben, tu vas falloir le creuser à la main. Donc, la transition Ça va être écologique est-elle compliqué. possible? Ça pourrait être l'objet d'un futur débat. En attendant, on va arriver, au temps de conclusion. Merci à Richard et à Demain sera merveilleux d'avoir participé, à ce débat. Il vous reste encore 5 minutes de conclusion chacun, hein. C'est Richard qui va faire sa conclusion en premier et demain, tu auras, l'honneur de, conclure l'événement. Avant la FAQ. Je rappelle plutôt que les membres qui ont assisté à l'intégralité du débat en direct vont pouvoir voter, qui vont être invités à donner une note entre 1 et 10 à chacun des débatteurs et une note entre 1 et 10 pour la qualité générale du débat et que ce vote se passe dans le salon bureau de vote. Il vous suffira de copier-coller le modèle qu'Exa a partagé et intégrer vos notes. Je rappelle aussi que les notes inférieures ou égales à 2 et les notes de 10 doivent être justifiées à l'écrit, sinon elles ne seront pas prises en compte. Je rappelle également que Demain sera merveilleux a écrit un livre et qu'il a une chaîne YouTube. Donc, il vous suffit de taper Demain sera merveilleux sur YouTube pour accéder à ce livre et accéder à la présentation du livre et ensuite éventuellement, si vous voulez aller plus loin, l'acheter et le lire. Quoi d'autre? Merci à tous les deux. Donc je t'invite, Richard, à commencer avec ta conclusion et Demain sera merveilleux, c'est toi qui auras l'honneur de conclure. Les votes vont être ouverts, donc soyez attentifs au vote. Donc moi je voudrais que les gens aient une version plus raisonnable de la situation. Certes, il y a un changement climatique, mais comme tout changement, il est une source d'opportunités et une manière de revoir notre système de production, de consommation. Il faut voir dans ce changement climatique, quelque part, heu, une forme de rédemption, comme on pourrait dire. Alors c'est peut-être osé de dire ça, mais ce n'est pas l'enfer qui nous tend les bras et on va pas tous cramer, on va pas tous mourir. Par contre, si on fait ce qu'il faut, le changement climatique est largement gérable. Il y a d'autres, manières de voir les choses. Certains le verront toujours à moitié vide, moi je le vois à moitié plein. Des opportunités, elles existent. Alors pour ceux qui aiment l'argent, il y aura toujours des opportunités économiques à ce changement climatique. Il y aura aussi des opportunités biologiques. La nature trouve toujours un chemin. Il faut y voir aussi une manière de
quelque part un défi. Si on n'arrive pas à s'adapter à ce genre de modifications, ben, oublions la conquête de l'espace, parce que l'espace, il est encore plus terrible que le climat qu'on a actuel. Donc, quelque part, ce changement climatique est peut-être le bénéfique et pourra peut-être nous pousser à une sorte de résilience. Et évidemment, il y aura quand même, je pense, en tout cas j'espère, des progrès techniques qui feront que tout ceci ne sera qu'un épiphénomène. Hem, donc voilà, ne pas tomber dans la peur. Alors, vous avez des politiciens, qui, faute de pouvoir agir, font peur sur les gens qui sont les moins responsables et ne ciblent pas réellement les réels responsables comme l'industrie agroalimentaire, l'industrie minière, l'industrie de la pêche, qui eux continuent à détruire sans que visiblement, on les accuse de polluer. Par contre, on nous fait des zones, ZF, et compagnie. Bref, on nous vend des véhicules, verts, des énergies vertes qui n'ont rien de verte, qui reposent toujours sur le pétrole et c'est peut-être ça le défi, qui nous attend, plutôt que le changement climatique. C'est l'accès à l'énergie. Comment on pourra continuer à vivre tel qu'on vit actuellement sans pétrole? Et ce défi, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus important, avec des conséquences beaucoup plus graves si on n'y arrive pas, que malheureusement 1 degré de plus que je ne dis pas. Merci Richard. Si c'était tout pour ta conclusion, ben, demain, c'est à toi. Bah, écoutez les gens, je suis désolé, demain sera merveilleux, mais aujourd'hui, est mou. Heu, je crois que 1er quart d'heure, j'ai pas compris, le principe de l'échange libre. Et ensuite, Le temps de je parole me est suis très tenu équilibré, hein. Le temps de parole de est quoi? très, très en réalité, le temps de parole est très équilibré, vous verrez sur la diffusion. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est plutôt bien débrouillé, par rapport à ça. Du coup, bah, bravo Richard, parce que du coup, pour le coup, c'est une entreprise commune, hein, de partager le temps de parole. Quand j'ai peur quand je vois 31 secondes de temps de parole, c'est pas possible, il y a eu plus que ça, non? Ou le bot s'est remis à 0 en cours de route? Le bot, ça a mis du temps à se remettre à zéro, c'est plutôt ça. OK. Hem, du coup, ouais, donc 1er quart d'heure, peu, j'ai essayé de peu pousser, Richard dans ses positions. Finalement, après le premier quart d'heure, c'était un peu plus évident, donc j'ai essayé de le ramener sur le côté systémique de la chose que peut-être moi-même j'ai pas suffisamment exposé, hein. J'ai essayé, mais, c'est vrai que, c'est pas qu'une histoire de degrés, c'est une histoire de conséquences écologiques. C'est un problème systémique. Localement, il y a des zones qui peuvent bien se porter, mais globalement, les conséquences peuvent être assez importantes. Certes, il y a des menaces, il y en a plein. L La fin de la possibilité d'utilisation du pétrole en est une, mais peu importe par quel bout on prend le problème, en fait, dans un monde sans changement versus un monde avec un changement climatique, heu, bah, il vaut mieux privilégier le monde, sans. On a eu une petite expérience de pensée à un moment où j'ai essayé de d'illustrer le fait que, on va pas juste vivre avec 2 degrés de plus, on vivra de façon, bien plus compliquée parce que problème d'eau, parce que problème de sécheresse, problème d'inondation, j'ai pas parlé des inondations mortelles en Arabie Saoudite ou à Dubaï, je sais plus là, qui ont eu lieu il y a pas longtemps, enfin. En même temps, c'est un sujet, bon, tellement vaste, j'ai peut-être été un peu, submergé par la chose. Mais bref, moi je reste sur mes positions qu'effectivement c'est une menace sérieuse. Pour nous, pas forcément. Encore une fois, on est dans une science, normale, on est sur des principes, on est sur des incertitudes assez grandes. Ça ne nous empêche pas de faire des prédictions. De toute façon, les prédictions du GIEC sont toujours assez larges. Heu on est quand même sur un problème sérieux, qui nous concerne déjà, qui va nous concerner vers la fin de nos vies, ouais, de nos vies, qui va surtout concerner nos descendants. Heu et ouais, je reste sur mes positions, c'est une menace au bon fonctionnement de la société humaine, enfin, société occidentale développée, c'est une menace pour les pays en voie de développement, c'est une menace pour les tribus, c'est une menace pour les nomades qui dépendent de l'approvisionnement d'eau et de phénomènes climatiques qui seront perturbés, enfin, voilà. Et, heu et si jamais, j'ai déçu certains férus de débat qui attendaient, une vraie joute verbale, je me rattraperai si jamais si jamais j'ai l'honneur d'avoir été choisi par le public pour passer en quart de finale, je me réveillerai, dès la première seconde et je serai plus féroce. Voilà.
Ça marche, bah, merci. C'est le moment de la FAQ, les votes vont être ouverts, hein, voilà, Exa vient d'envoyer, le message, dans le chat. Je vous rappelle que ce débat vous est proposé par RPMP, religion, philosophie, métaphysique et politique. Les personnes qui nous regardaient sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien Discord dans la description de la vidéo pour, rejoindre notre communauté, interagir en direct avec nos intervenants ou pourquoi pas participer vous-même à ce type de débat. Les personnes qui nous écoutez en podcast, il vous suffit d'aller sur le site Discord et de taper RPMP, pour tomber également sur le lien afin de rejoindre, notre serveur Discord. Le public, c'est le moment de lever la main pour venir poser une question, faire une remarque, à nos intervenants. Le but, c'est pas de faire un débat dans le débat, et aussi je précise au public, qui va voter, que, la FAQ ne doit pas être prise en compte, dans, l'attribution des notes. C'est uniquement ce qui a été dit pendant le débat, qui vient de prendre fin. Voilà, donc j'attends que vous leviez la main et personne ne lève la main. C'est que vous avez été tellement clair que, je crois que on n'a pas de questions, en fait. Donc bon, écoutez, si on n'a pas de questions, ben, ça va être la conclusion de ce débat. Merci beaucoup Richard, merci beaucoup, demain sera merveilleux. Si à la limite, pour, une conclusion de demain, est-ce que tu veux faire une petite présentation de ton livre? Histoire de, parce que je l'ai présenté très succinctement, enfin j'ai juste dit qu'il existait tout à l'heure, mais si tu veux, nous faire une petite présentation de ton livre, sur les dernières minutes pour, combler, le l'absence de FAQ. Alors je t'avoue que je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est une faveur qu'on me fait par rapport à Richard. Après, c'est peut-être pas forcément le cas. Tout ce que je vais dire en ce qui concerne le fonctionnement de ce serveur, c'est que bon, effectivement, j'ai mis au point un modèle sociétal global qui permet de dessiner les contours d'une société optimale, donc d'un avenir possible, puisqu'en général, je pense qu'une société cherche à aller vers une société optimale. Donc ça donne un cadre pour, l'évolution long terme de nos sociétés, occidentales pas seulement, mais mondiales aussi. Donc voilà, j'ai écrit un livre qui porte le nom de mon pseudo. Il y a un site internet en gestation qui va bientôt sortir. Et par contre, ce que je propose donc aux personnes qui sont sur le serveur Discord, c'est que j'ai dans la section God damn it, politique, j'ai un thread où justement j'attends les gens. Il y a un PDF qui les attend, qui résume un petit peu ma position, ma pensée, et j'invite les gens à venir débattre parce que j'amène des questions qui sont quand même assez fondamentales et assez intéressantes, puisqu'elles posent un cadre sur, comment dire, un cadre qui permet de rendre caduque ou de valider toute proposition, on va dire, politique sur la base de ses fondamentaux. Si les fondamentaux sont pas là, peu importe ce que la personne pourra dire politiquement, ça vaudra rien. Si les fondamentaux sont là, on peut discuter. Donc, j'invite les personnes à discuter de ça, contre-argumenter, etc., et qu'on construise quelque chose ensemble, parce que si j'ai plutôt bien pensé la chose, bah, ça peut être intéressant qu'on se rejoigne autour, quoi. Et à l'inverse, si jamais je me suis trompé, bah, venez me le dire, ça peut donner des discussions intéressantes. Voilà, venez débattre en masse, je vous attends. Ça marche. Personne n'a encore levé la main, donc je sais pas si vous avez un retour vous-même, sur votre débat, vous êtes, content de votre performance ou pas? Vous êtes, pas content de votre performance, mais vous êtes quand même content d'être venu ou, vos impressions? Bah, Richard, tu peux commencer si tu veux. Pardon, j'ai pas écouté. Tu peux répéter, Ah, s'il te plaît? je demandais du coup, votre impression sur le débat puisque, on n'a personne qui lève la main pour la FAQ. Donc, vos impressions à chacun sur le débat. Est-ce que vous êtes, satisfait de votre performance, pas trop satisfait? Est-ce que vous êtes pas satisfait, mais quand même content d'être venu? Ou, dites-nous. Oui, bah, toujours content de participer. Après, là, j'étais en train de lire les commentaires, c'est pour ça que j'ai Ah pas oui, d'accord. ouais, excuse-moi, Walter, mais non, non, après, j'aurais peut-être j'aurais pu mieux faire, ton après bon, Ah, c'était calme, toujours c'était compliqué, courtois, hein, franchement, c'était, ouais, comme je ouais, disais, le temps peut-être de un peu parole trop était, courtois, mais je sais très pas. très équilibré Mais au en tout final. cas, c'était agréable, ouais. Mmh. OK, OK. Mais Ah, il y a Youm qui a levé la main. Oui, tu allais dire, Richard? non, 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 Non? rien Allez, d'intéressant. salut Youm. Bonsoir, on m'entend? Bonsoir. On t'entend très bien. Dis-nous. Merci. Bah, histoire de participer quand même un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu rare qu'il y ait pas du tout de FAQ. Mais j'avais peut-être une petite question d'abord pour Richard.
c'est que une grande partie de la fin du débat s'orientait du coup sur son argument par rapport à l'énergie du pétrole, qui serait un problème bien plus important. Du coup, je voulais savoir, est-ce que pour toi, du coup, c'est un problème tellement important qu'il faut plus s'intéresser aux autres problèmes potentiels tels que le climat? Parce que j'ai du mal à comprendre en fait en quoi le fait que le pétrole, c'est un gros problème. Je pense qu'on sera d'accord. Vous étiez tous les deux d'accord d'ailleurs, je pense, sur le sujet. Mais en quoi ça empêche que le climat serait un problème? C'est ça que j'ai pas compris. Mais parce que si tu enlèves le pétrole, il n'y a plus de problème climatique. Mais en tout cas, il n'y a plus de problème d'émissions de CO2, quasiment plus. Ce qui a fait que nos émissions ont été aussi importantes, c'est à cause du pétrole. Parce qu'on considère que le réchauffement climatique est dû à l'avènement de l'ère industrielle basée sur le pétrole. Dans 50 ans, visible. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, C'est pas c'est que les le prédictions. CO2, hein, le dérèglement climatique, hein. C'est pas que le Oui, pétrole. oui, mais c'est pas que mais après, je t'invite à couper un arbre sans pétrole. Je t'invite à déforester même une forêt sans pétrole. Je Mais t'invite à labourer un terrain sans pétrole. et ça, je Tu pense que verras vous que étiez d'accord. C'est l'impact. vraiment pas ma question, j'ai du mal à m'exprimer, pardon. C'est pour ça que je l'ai coupé tout de suite parce qu'en fait, c'est pas du tout la question que j'ai posée, c'est j'ai du mal à m'exprimer. Je veux dire, mais le pétrole est un problème, ça on est d'accord. Mais en quoi le fait que le pétrole soit un problème fait que le climat, lui, n'en est plus un, d'après ce que parce que c'était le sujet de votre débat. C'est pour toi le climat n'est pas vraiment un problème urgent en tout cas. Donc en quoi le Mais fait parce que le que, pétrole soit un problème important fait que le climat n'en est plus un? C'est ça que je ne comprends pas. parce que celui qui cause le réchauffement climatique, c'est le pétrole. D'accord. Du coup, attends, je peux intervenir rapidos? Parce que Tu peux justement agir là, sur les conséquences si tu veux. Moi, j'essaie d'agir sur les causes. Les causes du réchauffement climatique, c'est le pétrole. Donc, ce qu'il faut résoudre, c'est l'utilisation qu'on a du pétrole. Le pétrole qui, elle, est une ressource finie et qui, dans quelques années, on n'aura plus. Donc, le problème du réchauffement climatique sera réglé une fois pour toutes avec la disparition du pétrole. du coup, attends, est-ce que je peux dire quelque chose? Comment ça fonctionne? C'est plus en débat, mais Youm, tu veux répondre? Moi, je peux répondre. Walter, dis-moi s'il te plaît, je suis perdu. Non, c'est à vous deux hein, que ça s'adresse. Donc, Parce que, alors du coup, bon, Walter, je sais plus où est le proposition show match parce que c'est là où est en fait mon PDF avec mon sujet principal que tu as oui. nommé Venez contredire demain, c'est merveilleux. Mais justement, alors, je m'intéresse aux causes des choses et on parle du changement climatique et on trouve la vraie cause du changement climatique et on donne du coup une vraie solution curative. Mais pour te répondre, Richard, si on considère que c'est le pétrole qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre, on va dire qu'on bascule complètement du pétrole vers un mix charbon-gaz soutenable, éolien solaire et hydrogène pour les véhicules. On pourrait se fourvoyer si jamais, par exemple, on pensait que le pétrole c'était la cause, dans le sens où on pourrait massivement disposer de véhicules à hydrogène qui, du coup, en se déplaçant, rejettent de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qui est le principal gaz à effet de serre, enfin le plus puissant, c'est juste qu'il est émis en très faible quantité par l'humanité. Si on pense que c'est le pétrole la cause et qu'on migre plus ou moins massivement vers l'hydrogène, en tout cas qu'on dépasse un seuil d'émission de vapeur d'eau par la consommation de dihydrogène pour nos véhicules, on risque de se retrouver qu'un changement climatique dont l'origine serait plus les émissions majoritairement de CO2 ou de méthane, mais les émissions de vapeur d'eau. Donc on déplacerait le problème en fait. Et donc Et c'est pour ça là, que toi, l'étude des causes, c'est méga important. tu limites le pétrole à l'utilisation pour les transports. Le pétrole, on ne l'utilise pas que pour le transport, on l'utilise pour l'engrais, les médicaments, le textile, tout ce qui nous entoure quasiment est issu du pétrole. Tous les meubles en faux bois, les textiles synthétiques, les, les pneus des voitures. Tu ne pourras pas remplacer le pétrole par des moteurs à hydrogène. Tu ne pourras pas. C'est impossible. Là, c'est quasiment un retour au XVIIIe siècle. Oui, il y aura du charbon, le charbon qui sera utilisé pour te chauffer, pour faire de la métallurgie, mais impossible de fabriquer un moteur à hydrogène mais déjà pour le commerce international. Faire tourner comment on appelle ça là, les cargos là, avec un moteur à hydrogène, mais c'est impensable. C'est impensable. Écoute, oui, il y a un sujet tout choisi, hein, si tu passes, en quart de finale, ça va être la fin du pétrole, hein, j'imagine. Tu vas il y a il y aura sûrement moyen de faire un truc autour de ça. Youm, Effectivement, ouais.
Oui, c'est OK pour toi? T'as eu ta réponse? Oui, aucun souci, merci pour la réponse. Ça marche. Je rappelle que, Hume fait aussi partie du tournoi, hein, qui va débattre, contre, Tom Bombadil. Le sujet est pas encore déterminé, et la date non plus. Voilà, je te fais rebouger, dans l'audience, Hume, et je vais faire monter Fleur qui a levé la main. Fleur, c'est le moment de monter. Ah, écoutez, bon, bah, si Fleur, ne monte pas finalement. Il a dit. Voilà, si Fleur ne monte pas finalement, elle avait levé la main, c'est dommage, hein. Je me souviens qu'elle avait une question au tout début. Attendez, est-ce que j'arrive à retrouver sa question qu'elle avait posée dans le chat, au départ? Je me souviens que je lui avais proposé de lui laisser une place dans la FAQ pour cette question. Ah Ça bon, y est, bonsoir Fleur, ouf, on t'écoute. j'ai pu monter. Oui, j'ai été étonnée que vous ne releviez pas ce qui est à l'heure actuelle poussé par beaucoup de chercheurs, c'est la non-corrélation entre le CO2 et le réchauffement climatique, puisque il y a beaucoup de chercheurs qui à l'heure actuelle sont en train de dire que le CO2 augmente avant que la température augmente. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Et j'ai été étonnée aussi que vous ne parliez pas du ralentissement du Gulf Stream, qui va impacter forcément un changement climatique au niveau de toute la péninsule européenne. Voilà, c'était une Ouais, question pour vous deux. du coup, c'est vrai que enfin, j'essayais d'y aller en fonction de là où on allait avec Richard. C'est vrai qu'à un moment, il parlait température de Madrid et je disais que c'était pas sûr quant au fait que justement l'Europe pouvait se refroidir. On aurait pu parler du Gulf Stream, c'est vrai. On aurait pu, je ne l'ai pas fait, même si je l'ai touché du doigt avec cette histoire d'Europe refroidie, mais en tout cas, pour ma part, mea culpa. Et sinon, tu as amené l'idée que le CO2 augmente avant les températures, mais ça c'est normal, non? Oui, Je préfère vous mais dire l'inverse. ils n'ont pas réussi à dire qu'il y avait une véritable corrélation. En recherchant justement dans les calottes glaciaires, vous savez, en faisant leurs fameuses carottes, ils ont vu qu'il y avait des changements de CO2 dans l'atmosphère, mais ils n'ont pas vu de changement climatique. Et ils ont vu des changements de température, des élévations de température, hein, je parle d'élévation de température. Excusez-moi, il faut être précis. Et ils ont vu des fois des changements de température avec une élévation, sans que pour autant, dans les carottes qu'ils font dans les calottes glaciaires, il y ait eu une augmentation de CO2. Donc, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous avez un discours d'experts ou de scientifiques un peu plus pointus? Est-ce que ce que j'ai pu voir est véridique ou est-ce que c'est une fake? Bon, j'ai une idée. Est-ce que Richard, tu veux commencer ou pas? Moi, je veux bien, mais moi, j'ai entendu les 2 versions. Alors, il y en a qui disent que c'est le CO2, qui entraîne l'augmentation des températures, d'autres qui disent que l'augmentation des températures entraîne l'augmentation du CO2. C'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans le sujet, on va dire, scientifique, parce que déjà, j'ai pas les compétences pour, savoir, le vrai du faux. Mais, comme je le disais à un moment donné, le climat, en réalité, on le comprend pas vraiment. On sait l'observer, on sait, mesurer les évolutions de température là dernièrement. Avec les satellites, on voit l'évolution des températures et tout. On a enfin les outils pour mesurer tout ça, mais mesurer un phénomène ne veut pas dire le comprendre et on est très loin de comprendre, exactement comment fonctionne le climat. Concernant les le courant, atlantique là qui a arrêté fait que l'Europe est un climat tempéré. Parce que si on regarde les latitudes, logiquement, on devrait avoir le même climat qu'au Québec ou une partie du Canada ou d'Amérique du Nord. Or, c'est pas le cas. Alors, il y en a qui parlent d'affaiblissement, d'autres qui disent que non, il va pas s'affaiblir. En tout cas, si, admettons, c'est pour ça que les prévisions, quand on nous dit, alors je suis obligé d'utiliser les arguments, parce que j'ai pas la preuve que Paris ne deviendra pas Madrid au niveau du climat. Mais si le Gulf Stream, si c'est vrai que le Gulf Stream s'affaiblit, ben on aura moins de courants chauds qui rendront ce climat tempéré dont on a de la chance, hein, au final, hein. On a un des climats les plus doux de la planète, quasiment.
Et au contraire, s'il s'intensifie, on aurait donc plus de remontées d'air chaud. Ça peut être tout et l'inverse. Et de la même manière, si le Gulf Stream s'affaiblit, ça voudrait dire que les précipitations, au lieu de remonter jusqu'en Bretagne et sur la côte atlantique du continent européen, elles s'arrêteraient sur la côte ouest de l'Afrique, ce qui voudrait dire que l'Afrique de l'Ouest recevrait beaucoup plus de précipitations. Donc, tu vois, d'un côté, oui, peut-être nous, on va y perdre. De l'autre côté, l'Afrique peut y gagner en ayant peut-être plus de précipitations. Et d'ailleurs, pareil, on ne sait pas si c'est un phénomène momentané ou si ça va être durable dans le temps, mais visiblement, les déserts dans leur ensemble se verdissent. Alors, est-ce que c'est dû à l'homme? Est-ce que c'est dû au climat? Sans doute un peu les deux. Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est un épiphénomène dû au dérèglement climatique? Donc, moi, je suis obligé de quelque part de prendre certaines hypothèses et de relativiser. Oui, bon, peut-être qu'à Paris, il fera aussi chaud qu'à Madrid. Bon, que je sache, les Espagnols vivent pas trop mal. Euh, alors, c'est peut-être simpliste, hein, mais et dire que Madrid va devenir le Sahara, ben, peut-être, mais peut-être pas. Et que je sache, Alger n'est pas devenu invivable si Madrid devient Alger. Donc c'est des prédictions où même les scientifiques sont quand même malgré tout assez prudents. Et parce que le climat d'un continent n'est pas que la température. Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, les océans, le relief, le- la présence d'une forêt. Euh, si l'Amérique latine est tropicale, c'est grâce à l'Amazonie. Euh, et là, on le voit, le fait de déforester l'Amazonie, certaines régions autour de l'Amazonie ont une tendance à devenir désertiques. Et on voit bien que c'était la forêt amazonienne qui faisait le climat de l'Amérique latine et pas la température. Euh, Moi, du coup, en ce qui me concerne, alors j'ai pas la source en question, alors, que le CO2 précède ou non les augmentations de température. Est-ce que c'était. Oui, c'était. Tu parlais des carottes glaciaires, donc c'était sur des relevés faits à des époques bien antérieures, quoi. Soit il n'y a pas de corrélation parce qu'à partir du moment où il y a un effet de saturation, il n'y a pas une réponse proportionnelle et linéaire. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, bah, c'est pas parce qu'on augmente le CO2 que les températures augmentent. Donc, soit c'est un biais lié à ça, ou alors c'est peut-être à cause d'informations parcellaires dont on dispose. Ça veut dire que entre le jeu des aérosols, du CO2, euh, les les mouvements d'air de l'époque, enfin, il y a. Je sais pas, faudrait que j'ai entendu parler de ça, que j'ai la source ou quoi, mais il peut y avoir plein de choses qui peuvent expliquer qu'il n'y a pas une corrélation nette et identique entre ces époques-là et la nôtre. Peut-être parce que la composition de l'air était différente. Il y a des moments où il y a eu plus d'oxygène, il y avait peut-être plus de flore, je sais pas. Voilà. Toujours est-il que je pense que ça peut s'expliquer. Je pense qu'il peut y avoir une décorrélation CO2 température à des époques passées pour plein de raisons. Voilà, comme ça, sans avoir l'article en question, je dirais ça. Et donc, il pourrait très bien y avoir aussi une non-corrélation entre le catastrophisme qu'on nous annonce et l'augmentation du CO2, qui est de l'ordre de 0,04%, hein, enfin, c'est minuscule. Ouais, du coup, je pense qu'on verra Bah, ça en débrief. On va peut-être pas refaire un débat dans le débat, mais ouais. c'est super intéressant. Et puis, je pense que de toute façon, juste après le débat, on ira dans un chill ou dans un salon libre. Et Flore, du coup, voilà, on aura l'occasion on pourra passer toute la nuit à rediscuter de ça et puis refaire le débat dans tous les sens. Ce sera avec plaisir. En attendant, est-ce que je peux te refaire descendre pour faire monter Monsieur T, Fleur? Bien sûr. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Alors, Monsieur T, qui sera le dernier intervenant de cette soirée. Bonjour à Salut tous. Monsieur T, Mister T. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Ouais, en fait, c'est juste que pour conclure un peu le débat, je veux quand même resituer un peu le truc parce que bon, c'est pas un problème, hein, mais je trouve qu'on est passé un peu à côté du débat, d'un peu de toutes les choses qui devaient être dites, et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites.
Juste pour la précision par rapport à ce qu'a dit Richard quand Oumé est venu, si je suis dans une salle fermée, totalement hermétique, bon, je sais que l'exemple il va paraître un peu farfelu, hein, mais et que je rote ou je pète. Par exemple, je rote ou je pète ou je sais pas, moi, je fais je fais caca, on va dire. La salle, elle est totalement hermétique. L'odeur, elle part au bout d'un moment ou pas? Selon vous, en fait, parce que je sais pas, c'est la vision que vous avez du climat, je veux dire, le truc, il va rester, en fait. C'est-à-dire que même quand tu dis que, ouais, il y aura plus de problème climatique, parce que si on arrête de consommer, c'est pas vrai, Richard, c'est faux, ça c'est factuellement faux. Il y en aura toujours, les conséquences sont toujours là, et c'est pas seulement le fait d'émettre du CO2 à travers l'industrie, les émissions de gaz à effet de serre et tout, il y a plein de trucs à côté. Je sais pas moi, la production de masse, il y a aussi les îlots de chaleur, parce qu'on est en train de construire un peu partout, du coup on bétonne, on crée des îlots de chaleur, la perméabilité des sols quand il pleut, il y a plein de trucs. L'agriculture massive, c'est aussi une émettrice de CO2, tout ça, c'est pas forcément lié au pétrole. Quand on défriche, j'ai envie de te dire, il y a des tas de choses aujourd'hui qu'on fait qui ont des conséquences dramatiques. Et même la fonte des glaces, l'acidification des océans, machin. Quand tu prends des exemples, par exemple, et tu dis... Parce que j'ai l'impression que tu as lu les grandes lignes, parfois, de certains articles. J'ai pas l'impression que tu les as lus en général. Parce que même tout à l'heure, il y a 2 secondes, tu parlais de... Ouais, le Sahara va devenir vert. C'est pas des arbres qui vont pousser au Sahara. Hein. C'est pas des... Il n'y a pas une forêt qui va pousser, en fait. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un dérèglement au niveau de la biodiversité, au niveau de plein de trucs, au niveau de la chaleur, au niveau même le fait qu'il va pleuvoir dans certains pays africains, ça va être des crues de malades mentales, ça va pas être des petites pluies qui vont permettre de planter des arbres en fait. Et ça va être des trucs qui sont pas prévisibles. Il y a plein de choses, c'est pas des prévisions, c'est des choses qui sont déjà en train d'arriver actuellement en fait. On a déjà actuellement beaucoup de problèmes par rapport à tous ces problèmes-là, donc je sais pas si Multiplier si les points un tu peu, ouais, si on peut avoir une réponse globale peut-être, je pense que c'est surtout à Richard que ça s'adresse, mais si on peut avoir une réponse globale parce que oui, tu as abordé, des dizaines de points, hein. Tu as comparé la planète avec une salle close où tu serais tout seul à péter. La planète, c'est pas une pièce c'est une où il y métaphore a rien Richard, d'autre. on s'est bien compris. Oui, je sais bien. Mais justement, imagine que la pièce où tu as pété, elle est potentiellement fleurie, verdoyante, tu vois. Tu as des plantes qui se nourrissent de ce CO2. Tu as, euh, Tu as l'océan qui se nourrit de ce CO2. Tu as aussi les sols. Et d'ailleurs, j'en ai parlé de l'imperméabilisation des sols qui se fait en réalité que grâce au pétrole. Le goudron, c'est bien dérivé du pétrole. Et le béton, sans pétrole, tu ne peux pas faire de béton. Richard, Donc, je t'ai répondu au truc. Ce que je te dis, c'est que les conséquences sont déjà là. Tu me parles de fleurs. Les fleurs, on les a déjà rasées. L'eau des océans, il y a beaucoup de pollution dedans. Il y a plein de conséquences. Et parce que c'est même pas que le CO2, c'est le plastique qu'on fout dans les océans. Parce que il faut savoir aussi que la biodiversité, c'est aussi le vivant. Le vivant, on l'a détruit de ouf ces dernières décennies, en fait. On a déréglé plein de trucs au niveau du vivant ces dernières décennies. Le seul truc où je serais d'accord avec toi, ce serait pas forcément le pétrole qui irait mieux. La planète irait mieux si le pétrole. Je veux dire, c'est un peu bon, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais ce qui serait mieux, c'est qu'on disparaisse tout court. En fait, là, si tu me dis l'être humain disparaît, je te dis, ok, ouais, bon, la planète elle va mieux aller, mais bon, là, ce serait autre chose. Mais c'est pas un tour de magie. Même si demain on est en manque de pétrole, ça ne va pas empêcher qu'il y a des trucs qu'on a fait et les conséquences vont se faire ressentir pendant encore un moment, en fait. Donc je sais pas, c'est pourquoi tu penses qu'il y a un lien aussi, en mode on va s'arrêter tout de suite de rouler en voiture et pouf, tout va ça. Non, il y aura des choses à refaire. Il y aura des océans à nettoyer, il y aura des arbres à replanter. Et ça, c'est pas sûr qu'on ait le temps de le. Justement, tu vois, et c'est là où peut-être tu as un peu raison à la fois, c'est que la meilleure chose qu'on pourrait faire, je pense, ce serait servir du pétrole pour un peu réparer la merde qu'on a faite et arrêter de l'utiliser. Mais est-ce que les gens vont le faire? Je suis pas sûr. Et dans l'éventualité où le pétrole disparaît, bah, ce sera beaucoup plus dur de réparer ce qu'on a fait. Et les conséquences, bah, déjà, comme tu as dit, sur l'alimentation, sur le monde dans lequel on va vivre, et sur le fait de pouvoir réparer un petit peu les conséquences de tout ce qu'on en a fait, bah, ça va être très compliqué. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et dans les deux cas, on est quand même un peu dans la merde. C'est pas... Pour moi, il n'y a pas un problème qui est plus important que l'autre. Les deux sont codépendants, quoi. non, ben, je suis à peu près d'accord avec toi. C'est juste que faire une fixette sur le changement climatique, euh, c'est oublier tous les autres impacts qu'on a eu sur l'environnement. C'est oublier la déforestation, comme tu disais, le traitement de nos déchets, euh, les autres pollutions, les autres types de pollution, métaux lourds, euh, euh, même le plastique, parce qu'au final, on se retrouve à nous-mêmes ingérer des particules de plastique.
Donc les solutions, en réalité, elles sont assez simples. Sauf que tout le débat, tout le discours politique qui utilise des données scientifiques réelles, que je nie pas, détourne du vrai problème qui est notre manière de consommer et pas, et pas le fait qu'il y ait un degré de plus. Un degré de plus n'est que la conséquence. Traiter la conséquence n'est pas résoudre le problème. Non, c'est Donc si on traite le problème à sa source, comme tu dis, c'est-à-dire en utilisant le pétrole de manière raisonnable pour des choses utiles et qui permettent aussi, vu que c'est une ressource va se raréfier dans la replantation, on est capable de faire ça, de replanter des arbres, de, de, de créer des zones protégées, de revoir nos modes de culture tant qu'il est temps, tant qu'on a encore du pétrole, tu vois. On a la capacité de faire ça. Sauf que aujourd'hui, le discours, c'est il faut réduire nos émissions de CO2. Mais moi, oui. si tu émets du CO2 pour planter des arbres, mais très bien. Par contre, si tu émets du CO2 pour acheter des conneries sur Amazon, bon ben là, le CO2, ce n'est pas mal en soi. Je pense qu'il y a une erreur un petit peu dans le raisonnement, c'est que les gens qui parlent de réchauffement, de dérèglement, c'est un peu le problème des écolos, c'est que justement, on a lié la question et il y a peut-être un manque de compréhension. Moi, quand je lis les rapports de ces gens-là, tout ce que tu dis, je le vois écrit dedans. Quand ils parlent de plastique, c'est écrit dedans. Le problème, c'est que je pense qu'il y a une obsession en fait qu'on fait dans la tête des fois et on se trompe un petit peu. On part tout de suite sur le pétrole, dérèglement climatique, machin, alors qu'il y a plein de trucs autour. Parce qu'en général, quand ils en parlent, parce que le fait de mettre du plastique dans les océans, de faire la déforestation, de faire tout ce que tu as dit à côté, bah, ça fait aussi partie, dans la plupart des discours, du dérèglement climatique. Couper des arbres, ça dérègle climatique parce que bon, t'empêches les arbres d'absorber du CO2, faire des conneries dans la nature, tuer la biodiversité, bah, ça tue aussi le climat. Tout ça, c'est pris en compte. Mais c'est des conséquences qui s'entremêlent, enfin des conséquences qui s'entremêlent les unes les autres et qui amplifient le phénomène. Mais en général, les gens qui parlent de dérèglement climatique, ils parlent aussi de ce que tu as dit. Donc peut-être qu'il y a, Et il y a peut-être une mauvaise on rentre pas dans un compréhension à autre ce débat, niveau-là. on rentre juste pas dans un autre débat, du coup, parce que là, je sens bien, ça va repartir Pas de comme en souci. 40 pour 90 minutes de plus. Mais par contre, dans le débrief, on va pouvoir. Alors, je vous annonce aussi que les notes, enfin les votes sont clôturés, les notes sont tombées. Je les publie ici. Donc, Richard a une note de 4,25 sur 10. Demain sera merveilleux a une note de 5,5 sur 10. Et vous avez attribué une note de 5,25 sur 10 à la qualité du débat. Donc on a des notes plutôt moyennes. Demain sera merveilleux, félicitations, tu as officiellement gagné le débat et tu passes en quart de finale. Voilà. Merci d'avoir suivi ce débat sur RPMP et je vous propose d'aller faire un débrief dans les chill ou dans un autre salon de votre choix. On va peut-être aller dans le haut débat. Voilà. Ok. Merci à tous, bonne soirée. Malikum salam, les amis.